Je lance les choses, ça fera venir vos derniers collègues qui sont encore peut-être dans les travées. Je suis très heureux de poursuivre avec vous cet après-midi. Je suis Théo Berbuche, le directeur des rédactions de Newstank et de Campus Matin, qui est son site ouvert. Repenser les modèles de financement et de l'enseignement supérieur. Point d'interrogation. Ce point d'interrogation a son importance. Faut-il le faire? Comment le faire? Quelle différence aussi de prise en compte des enjeux liés à la formation et à la recherche? Voilà une petite partie des questions qui vont nous occuper pour les 2 heures à venir avec nos intervenants que je vais vous présenter, que je remercie d'être là. On excusera Anne-Sophie Barthès vers 17h puisqu'elle a une contrainte et elle devra nous quitter. Donc on lui posera toutes nos questions en rafale dans les 10 premières minutes, Anne-Sophie. En attendant, je vous présente tous. Alors, je vais fonctionner de gauche à droite, sans protocole. Jérôme, vous connaissez tous Jérôme Giordano, hein, secrétaire national du SNPTES, enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université. Merci d'être avec nous, Jérôme, et merci d'avoir proposé à Newstank d'animer cette séquence. À côté de vous, Jérôme, Régis Bordet, directeur général de la fondation de l'ICID, donc l'initiative d'excellence de l'Université de Lille, professeur de pharmacologie et praticien hospitalier, titulaire d'un master bientôt en philosophie, je l'ai appris en préparant. Voilà. Et je le signale quand même parce que ce n'est pas neutre, vous êtes également candidat à la présidence de l'Université de Lille. Thierry Coulon, bonjour Thierry, président du HCERS. Et pour les sujets qui nous occupent, je déroule un tout petit peu plus le CV, puisque ancien conseiller d'Emmanuel Macron sur les questions d'enseignement supérieur et de recherche, notamment. Ancien président d'université aussi, Université PSL. Et puis aux manettes, pendant un temps, au commissariat général à l'investissement, qui pilotait les programmes investissement d'avenir. À côté de vous, Thierry, le sénateur Éric Bocquet, sénateur communiste du Nord et membre de la Commission des finances, donc pas forcément un expert absolu de l'enseignement supérieur, mais des questions financières, et c'est ça qu'on a envie d'entendre. Anne-Sophie Barthès, directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, ancienne présidente aussi d'une commu. Bonjour Anne-Sophie. Et pour terminer ce rapide tour de présentation, Catherine Dupas. Bonjour Catherine, vous êtes chargée de mission valorisation économique Europe ici à l'Université de Lille. Je précise aussi, parce que vous nous en parlerez, que vous avez un parcours original et passionnant, puisque au départ vous êtes physicienne, vous êtes partie en Allemagne, vous êtes ensuite allée comme chercheuse contractuelle en Belgique, le tout en changeant de discipline. Et vous avez beaucoup travaillé avec la Commission européenne sur la préparation d'un certain nombre d'appels à projets, et c'est aussi cela qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, j'ai aussi avec moi, pour être parfaitement complet dans le dispositif, Cédric Clerc, secrétaire national aussi du syndicat, qui va relayer un certain nombre de questions que vous avez fait passer en amont de la conférence, et qui a une carte blanche pour me faire signe et m'interrompre quand il veut pour poser l'une de ces questions. Voilà. Petit cadrage rapide pour vous 6. Je vais vous demander de tester votre capacité de concision tout de suite pour évoquer finalement le paysage large là, de ces questions de financement. Est-ce qu'au sortir de cette crise sanitaire, au sortir d'un certain nombre de bouleversements aussi technologiques, vous avez chacun le sentiment peut-être que le modèle économique de l'enseignement supérieur est remis en question? Donc je vous demande un peu de me dire si oui et pourquoi, ou sinon, si vous avez l'impression que les fondamentaux vont rester les mêmes dans les prochaines années, de me le dire aussi. Jérôme Giordano, puisque vous êtes l'organisateur, je vous laisse démarrer. Merci Théo. Merci beaucoup et merci à nos participants de participer donc à cette table ronde. On est assez fiers de vous avoir ici. Donc effectivement, repenser le financement de l'enseignement supérieur, c'est une question qui est d'autant plus importante en fait qu'on sort de cette crise et qu'elle interpelle sur pas mal de points et nous fait poser nous des questions finalement sur l'avenir et comment considérer l'enseignement supérieur face aux enjeux de société qui nous attendent. Et en particulier, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un changement un peu de paradigme sur le financement de l'enseignement supérieur et de voir ça comme un bien commun à financer peut-être différemment, plus intensément,
pour essayer de relever les défis qui font face à nos sociétés et qui sont plus que conséquents. Pour reprendre une très belle expression de M. Bocquet tout à l'heure, là, le financement, donc c'est c'est ce qui va porter, c'est comment on a dit, le nerf de la paix. Le nerf de la paix, c'était quelque chose qui était assez intéressant, pour pas dire le nerf de la guerre, du coup le nerf de la paix. Et donc voilà, on se pose ces questions-là de repenser finalement le lien de la société face à la formation de ses étudiants et à la recherche qu'elle doit développer et comment elle doit le financer. Donc je vais essayer d'être bref, j'arrête. C'est pas mal. Et du coup, on va laisser le sénateur Éric Bocquet prolonger, peut-être nous donner son sentiment. Si vous passez la balle, c'est parfait, j'aurai un peu moins de boulot. Écoutez, moi, avec cette pandémie qu'on vient de vivre, il y a une chose que je retiens, c'est que l'humanité était capable de mettre au point un vaccin en 1 an. Hein. Les spécialistes, dont je ne suis pas, nous disent qu'il faut en général 10 ans, entre les recherches, l'expérimentation, les tests, etc. Alors ça ne doit rien au hasard, c'est parce qu'il a été décidé que des moyens importants soient mis là-dessus, avec 6 laboratoires, je crois l'Union européenne 2,150 milliards sur cette seule mission, et le résultat est là. Alors ça ne règle pas tout l'argent, mais quand même, parce qu'on a aussi allégé les procédures, enfin on a simplifié la machine administrative de toute cette opération, mais il y a un résultat concret aujourd'hui qui fait qu'on est vacciné en France à, je ne sais plus combien, 85%. Voilà, donc ça c'est une illustration parfaite, je crois, de la nécessité d'investir de l'argent dans la recherche, parce que c'est l'avenir. On parlait tout à l'heure de certains pessimismes par rapport à l'avenir, mais la recherche peut y contribuer. On a des défis devant nous. Hier, on parlait d'hydrogène, on a la transition écologique, on a de grands défis à relever qui vont coûter de l'argent, mais c'est ça ou le chaos, quoi, quelque part. Donc voilà, simplement j'ai noté que sur les annonces budgétaires 2022, parce qu'on a eu les documents il y a quelques jours, c'est 800 millions de plus sur le budget 2022. Alors je sais que vous avez une loi de programmation sur la recherche l'an dernier, sur les 10 années à venir, 5 milliards, mais sur 10 ans, ça fait 500 millions par an. Bon, voilà, donc je n'ai pas le sentiment qu'on soit à la hauteur des enjeux en question, mais on aura l'occasion d'y revenir. Bonne introduction, merci beaucoup. Anne-Sophie Barthez. Oui, merci. Merci Théo. Alors en étant concise, il me semble que la crise et les derniers mois que l'on a traversés mettent en avant des enjeux d'adaptabilité, de réactivité des établissements qui l'ont parfaitement montré. Et donc, sur le plan du modèle économique, il me semble qu'il y a un sujet de diversification des ressources qui doit absolument se poursuivre. Ça a également mis en avant, et vous le disiez, monsieur le sénateur, les questions de compétitivité, enfin vous n'avez pas employé ce terme-là, mais de souveraineté, aller vite, etc. Et donc là encore, sur le plan du modèle économique, il faut qu'on soit capable, et France 2030 est une réponse parmi d'autres, mais il faut être capable tout d'un coup de mettre beaucoup d'argent sur des thématiques et très vite. Et puis je dirais que tout ça doit se faire évidemment à la fois avec cette diversification de ressources dont je parlais, mais aussi avec un appui de l'État, France 2030, le plan de relance, les grands plans d'investissement comme le PIA qui nous accompagne depuis quelque temps. Et au fond, au-delà des chiffres, j'imagine qu'à un moment donné on parlera de chiffres, mais au-delà de chiffres, moi je pense important de diversifier les ressources et de diversifier les modes de distribution de ces ressources. Voilà, qu'il n'y a pas un modèle qui s'oppose à l'autre et qu'il faut multiplier les modèles. C'est évidemment l'un de nos sujets pour tout à l'heure. Passons un petit peu parmi les Lillois. Régis Bordet, je fais ça très au hasard. Je vous laisse nous donner votre sentiment. Alors, je ne sais pas si le modèle économique va changer, mais ce qu'on peut espérer, c'est que finalement, les Françaises et les Français aient pris conscience de la nécessité d'investir dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. Parce que forcément, c'est de l'argent public. Si on le met sur l'enseignement supérieur et sur la recherche, ça ne va pas ailleurs. Mais je pense qu'il y a eu une prise de conscience qu'il y a nécessité d'investir. Alors bien sûr, on investit des sommes colossales à un instant T. Mais pour prolonger la réflexion de M. Bocquet, le vaccin, certes, en 1 an, on a un vaccin, mais on oublie tout le temps nécessaire pour mettre en place la méthodologie de l'ARN messager qui a nécessité un travail dans des unités de recherche de longue haleine avec des financements récurrents qui sont notoirement insuffisants aujourd'hui. Et le deuxième aspect, peut-être, c'est la prise de conscience de la nécessité d'avoir une approche
multidisciplinaire, interdisciplinaire de ces questions, parce que pour faire un vaccin ou pour faire de l'hydrogène vert, eh bien, c'est une multitude de disciplines qui doivent se grouper pour avoir une véritable efficacité. Et là aussi, il faut réfléchir au mode de financement de cette interdisciplinarité. Je vais de l'autre côté de la table. Claire Dupas. Catherine, pardon. Excusez-moi, Catherine. Oui, c'est pas grave. Oui, alors bon, moi je suis pas politique à la base, hein, donc je vais être plutôt pragmatique. Et en fait, bon, j'ai passé beaucoup de temps effectivement avec la Commission européenne, et puis je connais surtout bien les programmes de recherche et innovation H20 et maintenant Horizon Europe. Et on voit franchement qu'il y a un changement de philosophie effectivement dans ces programmes européens, et qui impactent aussi la France. Quand on voit un petit peu le PIA 4, les stratégies d'accélération, d'exploration, on voit bien que c'est quelque chose qui a été décliné aussi des politiques européennes. Et c'est vrai qu'on change, on doit de plus en plus participer, enfin les chercheurs doivent de plus en plus participer à répondre à des défis sociétaux, à des défis technologiques. Et puis il faut être un peu pragmatique aussi. Je dois dire que quand on regarde ce qui se passe en dehors de la France, hein, on voit qu'il y a de plus en plus de compétition au niveau international en termes de recherche et innovation. Les États-Unis, la Chine, le Japon, même l'Allemagne sont très en pointe. Ce sont eux qui ont le plus de publications, le plus de brevets. Donc il faut quelque part, il faut être un peu clair, on est un peu de retard. Il faut le combler, je pense. Et il faut participer effectivement à cette future stratégie, et puis essayer de relever aussi notre participation à la recherche et innovation pour les entreprises, en tout cas françaises, parce qu'on a pris aussi un retard sur l'industrialisation française, et il est temps de la combler. Et nos chercheurs, je pense, sont tout à fait en capacité de répondre à cette problématique. On en a parlé, on en reparlera, parce qu'en préparant, ce que vous dites là n'est pas forcément partagé dans toutes les communautés de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, et le cœur, c'est de comprendre un peu pourquoi. Thierry Coulon, on termine par vous pour avoir votre sentiment, et puis ensuite on va rentrer un petit peu dans la mécanique financière des dernières années, comprendre un peu ce qui a changé au pays de l'enseignement supérieur et de la recherche depuis 10 ou 15 ans. Merci. D'abord, je voulais vous dire que j'ai été très heureux d'être invité à une table ronde dans le cadre d'un congrès syndical, parce que je pense qu'on a largement perdu les communautés, perdu le dialogue. Si on ne le réouvre pas, si on ne se pose pas ensemble les questions, on n'ira pas très loin. Pour répondre à la question, je suis pour ma part persuadé qu'on a une fin de cycle et qu'il faut repenser, oui, les modes de financement. Par rapport à ce qui a été déjà dit et que je partage, et qui semble d'ailleurs assez largement partagé, parce que je crois avoir entendu dans un discours d'il y a 2 jours sur France 2030 la phrase à la 33e minute qui disait qu'il y avait un sous-investissement en France dans l'enseignement supérieur. Donc ça fait plaisir à entendre, c'est une base partagée. Les deux points que je voudrais ajouter par rapport à ce qui a été dit, c'est 2 choses. D'une part, on a parlé de recherche. J'ai eu l'occasion récemment de m'exprimer sur le fait qu'effectivement, il y avait un petit sujet sur la recherche et son financement. Je voudrais qu'on mette tout de suite le mot formation dans la balance, et qu'on se dise qu'il y a un sujet, et c'est sans doute le sujet majeur dans les temps qui viennent, de savoir ce que la nation consacre à l'enseignement supérieur en tant que tel. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être la seule idée que je vais essayer de développer aujourd'hui. Il faut avoir une idée. C'est le fait qu'on a finalement un problème de confiance, c'est-à-dire de confiance de la société dans notre système. Est-ce que ça vaut la peine, et est-ce que ce sera de l'argent bien utilisé? Et cette confiance, pour l'établir, il n'y a pas 36 autres moyens que de réfléchir à la manière dont nous allouons les moyens au sein de nos communautés aux différentes échelles. Et donc c'est quand même ça le sujet. Voilà. Et vous faisiez référence au discours d'Emmanuel Macron. Il a notamment dit que la loi sur la recherche n'était qu'un rattrapage. Voilà, donc on en attend plus. Thierry, gardez le micro un instant. Exercice pas facile, parce qu'on ne peut pas résumer 10 ou 15 années d'enseignement supérieur et de recherche en quelques minutes, mais quand même, ce qui a été dit tout à l'heure, multiplication d'appels à projets, réponse à des missions ou à des défis, arrivée de l'Agence nationale pour la recherche, PIA. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner les grandes lignes de la manière dont les choses ont bougé selon vous, et puis je vous demanderai ensuite à chacun de réagir et de compléter là-dessus.
Oh, c'est gentil de me faire remarquer que je suis un ancêtre et donc que je suis. C'était mieux dit que ça. C'était mieux dit que ça quand À même. même de retracer une partie de l'histoire. Je réinsiste sur le premier point qui est à la question de l'allocation. Qu'est-ce que l'État alloue au système dans son ensemble? Et on pourrait parler longtemps effectivement, au sein de l'appareil d'État, on a affaire à Bercy à des gens très intelligents et très bien disposés, simplement qui doivent arbitrer en un ensemble de nécessités et de besoins pour l'argent public. Et de fait, on a, et pour des raisons qui sont pas toujours, enfin qui sont parfois compréhensibles, on a un peu de mal à convaincre que, en particulier sur la formation d'ailleurs, parce que sur la recherche finalement le technocrate il est assez facile à convaincre. Sur la formation il a un peu peur devant l'immensité du système. Mais donc je répète, il y a un problème global de combien rentre dans le système. Et puis après il y a un problème de comment c'est réparti. Bon, en fait je vais répéter des choses que vous connaissez tous. Il y a 4 grands piliers, où il y avait historiquement 4 piliers. Il y avait le pilier modèle. Ça s'était appelé Garacès, ça s'était appelé San Remo, ça s'était appelé Sympa. C'était un modèle qui disait il y a combien d'étudiants, il y a combien de chercheurs, activité, puis performance sur la base de l'évaluation. On essayait d'évaluer la performance et puis on en sortait une allocation annuelle. Ce modèle, il a succombé. Sous les coups, sans doute des petites universités qui n'aimaient pas trop qu'il y ait un risque de paupérisation, sous les coups des grandes qui trouvaient que ça ne rendait pas justice, les grandes universités de recherche n'aimaient pas ça non plus. Bref, finalement, personne n'aimait trop ça. C'est vrai que c'est difficile de trouver un algorithme intelligent qui serve de base, parce que ça c'était le deuxième point, c'est qu'il y avait un deuxième grand pilier qui, lui, alors que je défendrai jusqu'à la retraite et après, qui était le contrat. Le contrat, c'était l'idée de génie dans un pays qui est quand même toujours très jacobin, toujours très centralisé. Si on faisait confiance aux acteurs, en leur disant, c'est quoi votre projet global sur tous les aspects de la vie étudiante, à l'attractivité internationale, etc. Et le ministère négociait, je me souviens de ces négociations qui pouvaient être assez dures. Donc les présidences d'université mobilisaient leurs équipes pour faire un projet, toujours intéressant. Ensuite, on gagnait toujours quelque chose, parfois même pas mal de moyens. C'était 10 à 12% des financements hors masse salariale. C'était l'époque pré-masse salariale. Et on revenait avec un gain autour des axes du projet. Bon, ça, tout à fait entre nous, un peu tout le monde, des présidents d'université au ministère, c'était fatigant, ça créait des différences, c'était bien du boulot. Tout le monde a trouvé que c'était beaucoup plus sympathique de laisser l'enveloppe se vider. C'était quand même, je suis désolé, une idée de génie que de faire droit au projet, c'est-à-dire dans le cadre des grandes missions de service public. Vous avez les grandes missions, mais comment vous entendez les remplir? Et chaque établissement pouvait faire valoir ses spécificités, et c'était quand même pas mal. Donc ces deux piliers-là, d'une certaine manière, sont morts ou dévitalisés. Frédéric Vidal, très courageusement, a cherché à réouvrir cette porte avec un dialogue stratégique de gestion dont va nous parler Anne-Sophie. Néanmoins, c'est plus difficile de remonter une pente doucement que de la descendre à grande vitesse, et il faut qu'on se dise entre nous que cette pente de la négociation contractuelle a été descendue à grande vitesse, en une dizaine d'années. Il y a un troisième pilier, c'est l'ANR, et l'idée, je trouve personnellement que l'idée au sein de la LPR, de reverser aux établissements un préciput sur ce que gagnent les équipes à l'ANR, c'est vertueux parce que ça leur permet de faire une politique en disant soit je soutiens les équipes qui ont gagné de l'argent parce qu'elles sont très fortes, soit j'utilise cet argent pour renforcer des équipes qui sont faibles et qui n'ont pas pu, etc., etc. Ça permet de faire une vraie politique, et après tout, si cette politique est évaluée a posteriori sur ses résultats, ça peut être vertueux. Et puis il y avait un quatrième pilier qui était le PIA. J'aurais un peu de mal à critiquer, à ne pas reconnaître que le PIA a transformé le paysage, que Aix-Marseille Université n'existerait probablement pas s'il n'y avait pas eu le PIA, qu'il y a eu dans les grandes métropoles de province une réunification des universités intéressante, et on est à Lille dans une situation comme celle-là. Je pense qu'on est allé au bout de ce système. C'est-à-dire que, on ne peut pas avoir durablement un ministère de l'ordinaire et un ministère de l'extraordinaire. Deuxièmement, la multiplication des appels à projets, c'est très sympa, mais enfin, dans la mesure où c'est transformant, mais il y a un moment où il faut retomber sur des fonctionnements plus réguliers. Il y a une extériorité d'un jury international qui est sympathique
quand il s'agit de transformer, mais quand il s'agit de suivre réellement l'impact de la transformation. C'est-à-dire les jeux internationaux sont très français finalement, même s'ils sont internationaux, ils jugent des dissertations et des projets. Et la transformation de tous les jours des services, des actions. Donc la conclusion de tout ce développement que vous avez souhaité, c'est qu'on est arrivé pour des raisons toujours localement à un moment donné justifiables à un système qui se cherche, qui d'une part est trop compliqué avec ce que j'appelais des financements alambiqués et illisibles, ils le sont devenus, et que la question de finalement quelle est la base, quel est le socle, comment ils se discutent, est-ce que c'est un modèle, est-ce que c'est des grands critères simples, parce que quand même, voilà, le nombre d'étudiants, ça compte aussi évidemment, et puis quelle est la part d'une négociation contractuelle. Donc moi ce que je retiendrai, c'est simplifier le système. Sans doute, est-ce qu'il faut faire atterrir les fonds du PIA? Maintenant, le PIA, c'est sur les grands programmes top-down de recherche, très bien, ou d'innovation. Pour ce qui est de la transformation de l'enseignement supérieur, c'est ce ministère le ministère ici représenté qui doit s'en occuper, et sans doute travailler à revitaliser la démarche contractuelle. Super, merci pour le résumé. Je prends les réactions dans l'ordre. Jérôme? Oui, du coup, j'ai envie de réagir. Déjà pour dire que je partage deux choses. L'idée que c'est en se parlant, même quand on n'est pas d'accord, qu'on fera avancer les choses. Et c'est toute la démarche du SNPTVS. La deuxième chose qu'on partage, c'est qu'il n'y a pas de recherche sans formation dans l'enseignement supérieur. Donc ça, on l'a répété à maintes reprises. Et même répéter et expliquer que dans le cas d'un financement par la LPR de la recherche, s'il n'y avait pas le financement de la partie formation, finalement, on n'arrivait même pas à atteindre des objectifs sur la partie recherche, parce que dans les principaux opérateurs de recherche que sont les universités, il n'y a pas de frontière entre nos activités de recherche et d'enseignement. Et quand on est accaparé finalement par ce qui est incompressible, c'est-à-dire notre présence face aux étudiants, nos collègues qui les reçoivent, tous les ingénieurs pédagogiques qui mettent en place tous les systèmes là pour pouvoir assurer de la continuité, etc. Toute cette partie-là est incompressible et finalement la partie qui est toujours rognée, c'est la partie recherche qu'on va repousser parce que celle-là, on peut plus facilement, on va dire, la repousser au vendredi après-midi. Et puis du coup, on se retrouve avec le constat que vous faites d'ailleurs, M. Coulon, dans Le Monde, avec finalement une perte un peu de vitesse sur notre recherche, mais qui est peut-être un peu de manière contradictoire, si on le regardait de loin, finalement, le résultat d'un sous-investissement dans la partie formation de l'enseignement supérieur. Donc c'était ce premier point. Le deuxième, quand vous parliez de confiance, est-ce que la rupture de confiance, j'ai pas l'impression, ou en tout cas pour le vivre nous au quotidien, on n'a pas l'impression que cette rupture de confiance vient des usagers ou vient de la société de manière générale, mais c'est quand même une perte de confiance. Vous avez utilisé le mot technocrate, alors je vais le reprendre à mon compte aussi, peut-être de la partie technocratie de la structure qui ne fait pas confiance à ses opérateurs et à ses agents publics. Et c'est peut-être là un tort quand la société, alors après il faudrait le mesurer peut-être plus finement, mais la société fait davantage confiance à son service public, pour le dire de manière générale. Et juste pour aller très vite aussi, sur la partie algorithme, effectivement, il y a une part qui peut dépendre du projet, d'un établissement. Mais là aussi, il y a une part quand même qui est qui fait partie de la base de la négociation, c'est le nombre d'étudiants. Et on a l'absorption de la démographie finalement des étudiants là, elle a été faite sur la bonne volonté des collègues sur le terrain. Et on se retrouve donc avec ce que je disais en préambule, sur finalement la partie de recherche qui est rognée en bout de course. On ne peut pas... Il y a une part qui reste automatique dans le financement des établissements d'enseignement supérieur qui doit être corrélée fortement au nombre d'étudiants. Et ce qui n'a pas été le cas depuis quelques années, ou pas suffisamment vis-à-vis de la croissance démographique. Merci Jérôme. Régis Bordet, vous avez levé la main. Je vous demande juste une seconde de patience. Je voulais faire réagir le sénateur Éric Bocquet juste sur cette notion de confiance. Vu un tout petit peu de l'extérieur du système, tout le monde là y participe. Quel est votre ressenti ou même la réalité, selon vous, de cette perte de confiance vis-à-vis des universités au sens large ? Je crois que la construction des budgets en France depuis
quelques décennies et guidé, enfin, dans l'esprit majoritaire de ceux qui se sont succédés aux affaires, de la réduction nécessaire de la dépense publique. Voilà le fil conducteur et l'enseignement supérieur, la recherche n'échappe pas à ce choix, même si tout le monde est convaincu aujourd'hui, en tout cas dans les discours, qu'il y a besoin d'investir, parce que c'est un vrai investissement, ce n'est pas une dépense de fonctionnement, pour l'avenir, et la recherche a besoin de temps long. Et ça ne marche pas tout de suite, toujours, quoi. Mais on a une pression globale de gestion de la société, je trouve, et aucun secteur n'y échappe, comment dirais-je, de critères marchands, de rentabilité rapide à 2 chiffres. Voilà. Donc il y a une espèce de contradiction avec le temps long nécessaire pour la recherche, notamment, et les choix qui sont faits au nom de la réduction des dépenses publiques. On va discuter là du budget 2022. Ça fait le 48e budget qui sera en déficit en France. Le dernier budget à l'équilibre, c'est 74, ça vous dit? Alors au début, petit déficit, aujourd'hui le déficit, vous le connaissez, 2739 milliards de dettes, etc. Déficit accumulé. Donc ça, c'est la boussole, ça fait plus de 2 générations qu'on décide et qu'on choisit comme ça. Je crois que le problème de fond est là. Et si on parlait tout à l'heure d'un regard rétrospectif, il s'est quand même passé depuis 20 ans des choses en matière de recherche et d'enseignement supérieur. Je regardais les notes. Là, le Monde a sorti un numéro spécial fin septembre, très opportunément. Je ne sais pas si le syndicat l'a fait exprès, mais c'est très bien fait. Je m'y suis plongé. L'Union européenne avait fixé comme objectif de dépenses publiques et privées pour l'enseignement supérieur et la recherche 3% du PIB. La France est à 2,2 aujourd'hui. L'Allemagne, plus de 3%. Vous allez confirmer, madame, sans doute. Et pour la France, ce chiffre est en baisse depuis 2013. Voilà. La moyenne de l'OCDE, 2,38, parce que moi, ce sont des chiffres, mais on parle chiffres. Alors, la France reste encore au 10e rang, je crois, en termes de publication, mais il y a eu un décrochage, quand même, ces dernières années. 9e, voilà. On est encore dans le top 10, mais attention, quoi. On ne va pas redresser la barre comme ça du jour au lendemain, mais voilà ce que je voulais dire. Alors, quand même, dans le pays de Pasteur, on est dans la métropole lilloise, là, on va faire un peu de chauvinisme. Docteur Calmette, ces gens-là ont fait avancer la science et l'humanité. On ne peut pas se priver de gens comme ça, quoi. Mais il faut y mettre les moyens. C'est un choix de société à un moment donné qui doit se faire. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Du coup, Régis Bordray, je reviens à vous. Et Thierry Coulon, je crois, notamment dans votre tribune de cette semaine dans Le Monde, vous disiez qu'on décrochait et qu'on sortait de ce top 10. Régis Bordray. Moi, je suis très heureux d'avoir entendu l'intervention de Thierry Coulon. Nous, à Lille, nous avons joué le jeu du PIA depuis 2010-2011, avec un succès qui a été de décrocher le label ICIT en 2017. Ceci nous a amené à développer une stratégie, à focaliser notre développement et de la recherche et de la formation, sur une part sur l'approche globale de la question des transitions, en lien avec le territoire des Hauts-de-France, en lien avec le territoire de la métropole lilloise. Ceci nous a amené à fusionner 3 universités, à créer un établissement public expérimental. Donc nous avons joué le jeu du PIA et nous espérons être confirmés en janvier prochain pour ce label. Il n'en demeure pas moins que quand nous avons démarré cette aventure, nous avions le modèle sympa, qui nous montrait que nous entrions dans une compétition sans avoir les mêmes moyens que les autres. Dans mon ancien établissement, Aix-Lille 2, le modèle sympa montrait un déficit de moins 384 postes, quand l'UPMC était à plus 700 postes. Donc un différentiel de 1000 postes. Forcément, on ne joue pas tout à fait avec les mêmes forces, et pour autant, nous avons joué le jeu. Mais aujourd'hui que nous arrivons au bout de cette phase du PIA, de réorganisation des universités, ce déficit avec d'autres universités persiste. Et moi, ce que je souhaiterais, j'interpelle de ce point de vue Anne-Sophie Barthez, c'est quand va-t-on revenir finalement à montrer ces différences et surtout à essayer, dans un rééquilibrage national, de les régler, ou en tout cas de les amoindrir. Moi, je souhaiterais, bien sûr, je ne pense pas que demain on va raser gratis, je n'y crois pas un instant, mais néanmoins, par rapport à une stratégie que nous avons développée, qui nous a permis de mettre en lumière la performance des sciences humaines et sociales et droit, économie, gestion lilloises. Moi, ce que je souhaiterais demain,
si je suis président de l'Université de Lille, c'est pouvoir avoir un plan pluriannuel de renforcement de ces disciplines qui sont au sein de l'établissement celles qui ont les ratios les moins bons. Et comme globalement nous avons probablement des ratios moins bons que d'autres universités, nous jouons finalement dans la cour de la compétition internationale avec un pied dans un sac à patates. Et donc c'est quand même un peu plus compliqué. Donc le dialogue stratégique et de gestion c'est bien, mais les sommes sont relativement petites et surtout il n'y a pas le renforcement en termes de ressources humaines. Merci, je crois que le passage de micro est assez évident, Anne-Sophie. Merci. Alors, je ne vais pas égrener le budget ESRI est insuffisant. Le président de la République l'a dit hier. Je crois qu'on partage tous cela aujourd'hui. Et il est question de ne pas décrocher en termes de recherche et en termes de formation. Les enjeux, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, mais de formation tout au long de la vie et les enjeux de formation tout court d'étudiants, de jeunes dans des secteurs dans lesquels on va embaucher demain, dans des métiers qui n'existent pas encore, etc. C'est absolument fondamental et il faut davantage encore financer le SRI. Depuis 2017, le budget a augmenté, sans doute pas suffisamment pour toutes les raisons que l'on connaît, mais il a indéniablement augmenté, plus 1 milliard entre 2017 et 2022 dans le budget ESRI. Le plan de relance a été 1,4 milliard pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Le PIA, alors je ne vais pas PIA 1, PIA 2, c'était avant le quinquennat, mais le PIA 3, c'est 10 milliards d'euros. Voilà, donc tout ça montre qu'il y a quand même eu davantage d'argent, mais ce qui est plus intéressant, c'est ce dont on parle là, c'est de l'argent pour quoi faire, c'est-à-dire où on le met. Nous, on l'a mis sur 5 grandes priorités, la recherche, la réussite des étudiants, la précarité étudiante, qui s'est largement révélée pendant cette crise, l'immobilier, et puis la santé, la réforme des études de santé. Donc on a eu ces 5 priorités pendant ces 4 dernières années, et ça ne va pas changer dans l'année qui vient. Donc il y a plus d'argent, mais donc les questions, c'est pourquoi faire et comment on le distribue. Et au fond, c'est ce qu'on est en train de se dire là depuis tout à l'heure. C'est comment on le distribue avec, je trouve, c'est même pas un tiraillement, parce qu'il faut faire les deux. Il faut à la fois absolument assurer le service public, et on y tient tous, et voilà, collectivement, il faut accueillir à l'université, dans les écoles, des bacheliers qui souhaitent poursuivre leurs études, et il faut leur offrir une garantie de la qualité de ces études, et il faut qu'ils soient orientés là où ils ont le plus de chances de réussir, compte tenu de leur parcours passé, leur objectif professionnel. Et il faut également, outre ce service public, il faut absolument assurer, avec peut-être là un mode de distribution, si j'ose dire, de financement automatique, mais il faut en plus avoir un mode de financement plus rapide, plus différenciant. Et ça, pour faire de la distribution différenciée, il y a le PIA, il y a le plan de relance, et il y a, et j'entends Régis que les sommes ne sont pas suffisamment importantes, et il y a le dialogue stratégique et de gestion. Alors je ne sais pas si je réponds tout de suite sur le dialogue stratégique et de gestion. Si, je pense qu'il faut qu'on l'aborde à plusieurs... Parce qu'on en a parlé, donc même si c'était une question un peu plus tard, mais ce dialogue stratégique et de gestion, on est à l'aube de la 3e année, et on le fait évoluer chaque année, et à coup sûr, on le fera évoluer dans les années qui viennent. Il me paraît présenter des atouts. Il a des défauts, mais il a des atouts que je trouve majeurs. D'abord, il organise la distribution de l'argent. Moi, il n'y a pas un jour, si je vous décrivais ma vie, il n'y a pas un jour sans qu'un établissement, quel qu'il soit, et je le comprends, je l'ai fait lorsque j'étais en établissement, vienne me présenter le projet, la stratégie qui est la sienne, et manque de bol pour moi, les stratégies sont toujours pertinentes, les projets sont toujours pertinents, ont du sens dans tel territoire, ont du sens avec tel type d'étudiants, enfin voilà. Malheureusement, je me suis jamais encore dit, ah non, vraiment, là, ce projet n'est pas bon, là, c'est non. Malheureusement, ils ont toujours du sens. Donc, ça organise quand même le mode de distribution, c'est-à-dire que c'est pas à celui, pardon de le dire comme ça, qui me passe le plus de coups de fil, qui m'envoie le plus de messages, qui fait le plus le pied de grue dans mon couloir. Non, c'est organisé, c'est à un moment donné et au terme d'un dialogue. Donc ça me paraît être une première bonne manière de faire. Le deuxième atout du DSG, et Thierry, j'ai défendu le bonus contractuel avec toi. On était ensemble à l'époque dans la même équipe et on est allé au ministère défendre notre bonus contractuel. Au fond, je me demande si évidemment, je le défends toujours. Il avait quand même peut-être un défaut, c'est qu'on récupérait de l'argent et ensuite on n'en parlait plus jamais.
C'est-à-dire que pendant, je ne sais plus si le contrat était quadriennal ou quinquennal à l'époque, mais enfin pendant 4 ou 5 ans, bon, on ne revoyait jamais établissement, on ne revoyait jamais plus le ministère. Ce que l'on faisait de cet argent, bon, évidemment, on l'utilisait bien, mais enfin, bon, on n'en parlait plus jamais. Là, dans le dialogue stratégique et de gestion, qui est annuel, chaque année, il faut qu'on le fasse mieux, hein, ça peut être amélioré, mais enfin, chaque année, maintenant, on va faire le point sur le contrat et on demande aux établissements de nous présenter des projets qui s'inscrivent dans le contrat. Et on regarde, et il y a d'abord un dialogue avec les rectorats, puis ça remonte à la DGCIP et à la DGRI, et on finance comme ça des projets recherche, des projets formation, des projets de vie étudiante qui s'inscrivent dans le contrat. Et l'année d'après, on fait un bilan. Où en êtes-vous? Voilà. Les sommes, elles ne sont pas assez importantes, Régis. Je suis d'accord, comme je le dis souvent aux établissements. Je dis malheureusement, moi, je n'ai pas la capacité de dire à un établissement, grâce à moi, il y aura un avant et un après. Ça, c'est le PIA, ça, c'est le plan de relance. Mais quand même, voilà, c'est quelque chose et c'est un outil différenciant. Et enfin, troisième atout que je trouve à ce DSG, c'est que c'est le moment de faire le point sur le contrat, donc sur la stratégie de l'établissement et de donner quand même de l'argent pour le déployer. Mais c'est aussi, troisième atout, le moment de faire le point sur les politiques publiques que nous, on déploie. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que vous faites en termes de réussite étudiante? Comment vous déployez la réforme des études de santé? Tout ça n'est pas simple et je prends notre part de responsabilité dans le déploiement parfois complexe des réformes que l'on conduit. Mais c'est aussi un moment de dialogue important qui nous permet, nous, de comprendre comment c'est déployé, de comprendre où sont les difficultés, comment déverrouiller les choses quand elles sont trop verrouillées, etc. Donc, pour ces 3 raisons au moins, je trouve que ce dialogue stratégique et de gestion va dans le bon sens, même si il faut le pluriannualiser. Je suis d'accord, Régis, je suis d'accord. Il y a des moments où on discute de bouts de ficelle chaque année, alors qu'on sait très bien qu'on va dire oui à la fin. Donc je vois bien, il faut distribuer l'argent peut-être plus tôt, il faut qu'on se connaisse à un moment donné mieux et qu'on arrête de se dire ah ben moi mon chiffre n'est pas le même que le tien. Bon, et là on passe 3 réunions à se mettre d'accord sur le bon nombre d'étudiants, le bon nombre de etc. etc. Là je pense qu'on se connaît suffisamment pour avoir un dialogue resserré autour de la stratégie, comme je le disais il y a un instant. Par contre, pour les 1000 postes, du coup, il n'y a pas de... Les 1000 postes de Régis, là. C'est comment on rééquilibre les 1000 postes et des ratios enseignants-enseignés qui sont, pour nous, parmi les moins bons de France et qui, forcément, impactent la formation, en particulier de premier cycle. L'EPE demain de Lille, c'est 80 000 étudiants avec une base en premier cycle. Et comment fait-on pour accompagner? L'autre jour, on a parlé d'accompagnement différencié des étudiants. Comment peut-on demander à ce qu'on accompagne de manière différenciée des 80 000 étudiants avec les ratios de France parmi les moins bons, les ratios enseignants-enseignés? Nous avons un déficit cruel. Comment ce déficit va être rééquilibré au niveau national? C'est une question importante parce que à l'intérieur d'un établissement comme le nôtre, nous avons aussi des disparités entre ces ratios. Et donc aujourd'hui, le but, c'est de demander un rééquilibrage, mais entre composantes, alors même que nous sommes globalement sous-dotés. Et donc, s'il n'y a pas les dispositifs, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 5 siècles, nous en resterons au même déséquilibre. Sophie ? Je réponds rapidement, je crois que Jérôme voulait parler aussi, mais la ministre a souhaité, pour la première fois je crois, enclencher un mouvement de rééquilibrage. Je ne suis pas sûre qu'on arrive un jour à rattraper un tel historique, mais en tout cas enclencher quelque chose. Et on avait une enveloppe, enfin ça a été dit publiquement, une enveloppe de 18 millions, c'est pas rien, c'est pas le néant, pour commencer ce rééquilibrage. Et on l'a démarré, alors je l'expliquais tout à l'heure d'ailleurs à l'équipe actuelle de la présidence de Lille, mais on a fait de grandes familles d'établissements, pluridisciplinaires, monodisciplinaires, etc., etc. On en a fait 4-5, on a regardé dans chacune des grandes familles la moyenne que représentait la subvention, enfin le nombre d'étudiants rapportés à la subvention, et on a regardé qui était au-dessus et en dessous de la moyenne, et on a commencé par ceux qui étaient très très loin de cette moyenne. Voilà, c'est un point de départ. Je suis prête évidemment à en rediscuter avec vous et avec toutes les autres universités bien sûr. C'était un exercice intéressant parce qu'on a quand même distribué 18 millions d'euros, vraiment, il nous reste pas les 4 ans, là, c'est sur les 4 ans? Non, 18 millions qui ont été distribués là pendant l'été, au mois de juillet dernier.
Et je crois que personne n'est satisfait, parce que tout le monde considère qu'il n'a pas été suffisamment rattrapé, compte tenu de son historique, etc. Et je le comprends. Mais c'est la première fois qu'on se lance dans cet exercice qui n'est pas simple, hein. La définition du sous-doté, on y a passé des semaines. Et on a fini par en revenir à quelque chose, après tout, qu'on peut critiquer à l'envi, mais que tout le monde comprend, le nombre d'étudiants par rapport à la subvention. Une période, pardon, il fut une période où nous avons quand même eu un rattrapage de postes, même comme ça. Bon, c'était sous le gouvernement, la ministre était Geneviève Fioraso, mais même en rattrapant, comme le nombre d'étudiants continue de croître chaque année, finalement, on ne rattrapait jamais notre déficit de 384 postes. Et donc, à un moment, il faudra bien voir un rééquilibrage national. Alors, j'ai vu que Jérôme voulait réagir, mais on n'a pas encore donné la parole à Catherine. Donc, Catherine Dupas, je vous laisse réagir et je vous relance après sur un autre point. Oui, alors au-delà, en fait, moi j'ai passé du temps en Allemagne, je connais bien le système allemand, et donc j'étais dans un laboratoire d'excellence avec un grand E qui avait beaucoup de financement. Et en tout cas, moi, ce que j'ai pu constater, je reviens un peu sur ce que Jérôme disait, c'est que les enseignants-chercheurs ici passent beaucoup de temps en enseignement, passent de plus en plus de temps à faire de l'administratif. Par contre, quand j'étais en Allemagne, ce que je pouvais constater, c'est que les enseignants avaient un volume d'heures bien moindre que les enseignants ici en France. Et du coup, forcément, ils faisaient beaucoup plus de recherche. En plus de ça, comme monsieur le sénateur vient de le dire, l'Allemagne investit plus aussi en recherche, puisque ça DIRD, donc la dépense intérieure de recherche et développement, correspond à 3% de son PIB, alors qu'ici en France, on est à 2,2%. Donc, oui, tout à fait. Donc voilà, mais en pourcentage, on peut les comparer. Donc c'est difficile de comparer le système, on peut comparer le système allemand au système français, mais en tout cas, pour les chercheurs, c'est quand même beaucoup plus simple de faire de la recherche en Allemagne qu'en France, finalement. L'un de vos autres messages, je vous laisse garder le micro parce qu'on vous a en plus un peu moins entendu, et ça renvoie à plusieurs choses qui ont été dites tout à l'heure et je voudrais qu'on approfondisse. Un de vos autres messages, ou l'une de vos missions même maintenant, c'est cette fameuse diversification des ressources. Alors là, on peut débattre justement de ce qui doit être cherché par l'établissement, ce qui doit provenir de l'État, mais vous, là-dessus, vous avez des convictions fortes. Il faut aller chercher de l'argent à l'extérieur. Oui, alors bien sûr, on a besoin de ressources propres internes, parce qu'il faut que nos laboratoires puissent fonctionner de façon correcte, hein, parce que quand je vois certaines salles blanches qui ont du mal à fonctionner, ça coûte beaucoup d'argent, donc ce qui voudrait dire que ces laboratoires-là doivent aller chercher énormément d'argent à l'extérieur, donc être performants finalement, et donc aller chercher de l'argent aussi en répondant aux appels à projets européens qui sont très compétitifs. Donc voilà, mais c'est aussi un gage d'excellence finalement, hein, de pouvoir décrocher des financements européens et puis faire partie de consortia où on peut discuter avec des chercheurs étrangers, avec des industriels aussi, puisque dans les consortia on met de plus en plus de partenaires industriels, des associations de consommateurs, de citoyens. Ça devient de plus en plus courant et c'est aussi intéressant de discuter avec les citoyens pour savoir ce que sont leurs attentes. Donc voilà, mais bon, il faut aussi que nos chercheurs et enseignants-chercheurs surtout aient du temps pour répondre à ces appels à projets, parce que répondre à un appel à projet européen, c'est beaucoup de temps, surtout quand on veut le coordonner. Jérôme, une réaction ? Oui, du coup, sur l'ensemble des propos, alors je vais être un peu caricatural, mais finalement, le dialogue de gestion tel qu'il se dessine aujourd'hui, en fait, c'est un peu une gestion de la pénurie, quoi. Et on a né à savoir qui est vraiment la plus grosse difficulté pour essayer de contrebalancer ça. Et effectivement, le nœud du problème, ça reste le manque de personnel, donc le financement de la masse salariale. Et si en plus on couple à ça cette multiplicité des guichets, d'appels à projets qui est aussi consommatrice de personnel, on a un cercle vicieux qui s'installe où on a à la fois un déficit de personnel pour assurer les encadrements de nos formations, mais en plus on nous demande de monter des projets pour aller finalement trouver le financement pour le vital, ce qui ne devrait pas être discutable. Et du coup s'installe ce cercle vicieux aussi.
Thierry, réaction? Allez-y. J'ai pas mal de choses à dire. D'une part, bon, sur contrat, Anne-Sophie, sur contrat DSG, je pense qu'on peut se mettre d'accord assez simplement. L'argument selon lequel le contrat donnait lieu à quelque chose de quinquennal qu'on ne regardait pas de manière intermédiaire, ben là, le remède est très simple. Il faut un contrat qui regarde plus largement l'ensemble des financements, le plus possible, même s'il y a une part algorithmique, mais qui regarde le socle, et puis le suivre de manière annuelle. C'est tout, il n'y a pas de contradiction. Mais il faut reconnaître que collectivement, on a laissé l'enveloppe contractuelle se vider. Bon, et puis, enfin, une fois de plus, 18 millions d'euros, c'est très bien. Moi, je me souviens un petit peu des budgets à PSL. Le budget global de PSL, c'était 880 millions d'euros. Et l'initiative d'excellence, c'était 33 millions d'euros pour un établissement assez gros, certes, mais bon. Donc, voilà, le DSG est trop périphérique. C'est une initiative louable parce qu'elle fait des rendez-vous annuels, mais encore faut-il remettre le socle du contrat. Alors après, sur le reste, moi, je voudrais... il faut se dire des vérités un peu difficiles, sinon on n'y arrivera pas. On continuera à se dire mais mon Dieu, il y a un sous-investissement et personne. Bon, pourquoi? Enfin, où est-ce qu'on peut balayer un petit peu devant notre porte? Alors, l'incitation sur le nombre d'étudiants. On le sait tous, l'incitation, c'est le nombre d'étudiants que vous en fournez. Et donc, vous avez intérêt à en fournir le plus possible d'étudiants. La manière dont vous les sortez est secondaire. Bon. On le sait tous, dans une génération, c'est 800 000 étudiants. Aujourd'hui, tout bachelier qui considère à tort ou à raison qu'il a quelque chose à faire dans l'enseignement supérieur, il faut le prendre. On a ce devoir-là. Bon. Mais en revanche, on peut peut-être essayer de leur donner ce qui leur convient profondément et pas enfourner dans des filières dont on sait très bien que soit ils y échoueront, soit ça ne leur donnera pas d'emploi, etc., etc. Pour ça, la solution, on la sait tous aussi, c'est qu'il y a sans doute, d'une part, la nécessité de proposer des filières professionnalisantes courtes. Mais oui, mais l'ennui, c'est que c'est plus cher. C'est fatigant, c'est plus cher. Et d'autre part, pour ne pas avoir des biais sociaux massifs, il faut permettre aux gens de revenir éventuellement et faire de la formation tout au long de la vie. Si on ne prend pas ces deux sujets à bras-le-corps, on continuera à avoir un système d'incitation qui est pervers, puisqu'il ne regarde pas il ne regarde pas le succès, enfin le véritable succès. Donc, regardons plus l'insertion professionnelle et non pas le nombre d'étudiants qu'on absorbe. Deuxièmement, essayons de créer les filières qui leur conviennent et pas de créer les filières pour le confort de l'enseignant-chercheur. On a tous un peu fait. Et puis troisièmement, posons-nous la question d'un véritable basculement vers une formation tout au long de la vie, et pas seulement une formation initiale. Deuxièmement, la question de la masse salariale. C'est évidemment, on est dans un emploi, enfin dans une économie de ressources humaines, et donc la masse salariale est majeure. Bon, on parle plus de postes, on parle de masse salariale, on est d'accord, on fait ce qu'on veut avec les postes. La masse salariale, on le sait aussi, ça c'est un problème. On peut râler contre les allocations de moyens de l'État, mais quand on a affaire, nous, les allocations en interne, c'est bien difficile. Bon. Et donc, lorsqu'on regarde l'évolution de la masse salariale des établissements, la vérité, c'est qu'au-delà du fait qu'il est normal qu'il y ait une inertie, parce que si vous embauchez quelqu'un, vous l'embauchez pour longtemps, et heureusement, néanmoins, il n'y a pas de réallocation de moyens. C'est-à-dire parce que c'est compliqué, parce qu'il faut expliquer aux collègues que même s'il y a 13 professeurs dans telle discipline qui, de toute évidence, n'a plus le vent en poupe, etc., et qu'il y en a 3 dans la filière d'à côté qui se décarcassent et qui cassent ses étudiants, il faut avoir le courage de réallouer. Et ça, c'est difficile dans les gouvernances universitaires. Mais il faut quand même, là aussi, assumer cette difficulté-là. Troisièmement, sur la recherche, c'est ce que j'ai essayé de dire dans la tribune dans Le Monde, parce que la semaine précédente, pour tout vous dire, la directrice de l'OST, qui est un département de l'HES, s'était entrée dans mon bureau et m'avait dit: je t'explique, les courbes, voilà où elles sont en 2019 et voilà où elles seront en 2020 quand on aura les chiffres consolidés. Vous savez qu'on était en 7e position en 2015, on est passé derrière l'Italie, en 2018 on est passé derrière la Corée du Sud. Alors expliquez-moi que la Corée du Sud est très bien financée parce qu'il y a une économie qui marche du feu de Dieu, n'expliquez pas que l'Italie a un financement particulièrement brillant dans l'enseignement supérieur. Bon, alors peut-être qu'ils ont des stratégies d'autocitation qui font que ça fait monter un peu les chiffres, mais néanmoins, là en 2020, on passe derrière
l'Australie que j'aime beaucoup mais qui n'est pas particulièrement surfinancée, le Canada et l'Espagne. Bon, donc il y a un sujet. Ce sujet, il est quoi? C'est pas la qualité de nos chercheurs. Hier, j'ai passé mon après-midi à l'Académie des sciences pour écouter les nouveaux académiciens élus. Là, ma plaisanterie avec mes collaborateurs, c'était de dire je vais roupiller tout l'après-midi. Je n'ai pas roupillé une seconde. C'était passionnant. C'était la nouvelle science, des choses absolument extraordinaires. Donc on a des gens remarquables. Bon, néanmoins, notre complexité, le jeu de chapelle, on l'a vu à propos du vaccin entre les organismes qui s'occupent, enfin je veux dire, il y a quand même un certain nombre d'organismes qui s'occupent de biologie santé, il y a un certain nombre d'organismes qui s'occupent de numérique, et il y a des guerres de chapelle. Le lien entre organismes et universités n'est pas d'une limpidité folle. On a un système sans doute trop complexe. Et dernier point sur les appels et projets, oui, sans doute il y en a trop, oui, c'est un peu compliqué. Attention à un truc, les amis, c'est que la LPR va donner de l'argent. Peut-être pas assez d'argent, mais quand même beaucoup d'argent par rapport à... Il ne faudrait pas que les candidatures à l'ERC plongent. Il n'y en a déjà pas assez des candidatures. Parce que ça, c'est du pognon européen, ce n'est pas le pognon de personne, c'est aussi le nôtre, d'une certaine manière. Enfin, ce ne sont pas les budgets nationaux. On ne va pas assez à l'ERC. Ce n'est pas que quand on y va, on a de bons taux de succès, mais les gens ne candidatent pas. En particulier en sciences humaines et sociales, ils ne candidatent pas assez. J'ai récemment vu Jean-Pierre Bourguignon, qui a un peu plus de temps qu'auparavant, et qui nous fait remarquer que les Pays-Bas sont 4 fois plus petits et ont 4 fois plus de succès. Donc c'est un facteur 16. Donc il y a peut-être un sujet quand même. Si on s'endormait et que la LPPR étant là et donnant quelques moyens supplémentaires, on allait moins à l'Europe, je crois que, alors là, pour le coup, le dialogue avec Bercy va être gratiné. Parce que, bon. Thierry, Voilà. réaction peut-être de d'Anne-Sophie avant qu'elle doive nous quitter, non? Pas du, Non, alors peut-être une précision ou un développement sur cette idée de diversification des ressources, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure. Oui, on va les chercher où? On va les chercher à l'Europe, on va les chercher dans les appels à projets, on va les chercher avec un peu de mécénat. J'allais dire, on va les chercher avec la formation tout au long de la vie. Mais moi, je n'aime pas faire de ce sujet-là, formation tout au long de la vie, un sujet financier. Il est d'abord et presque exclusivement en réalité sociétal, enfin vraiment. Et vu ce que ça coûte comme investissement, la formation tout au long de la vie pour un établissement, il ne faut pas que l'établissement pense qu'il y aura un avant et un après grâce à la formation tout au long de la vie. Mais c'est quand même un moyen de diversifier ses ressources. Et puis, oui, et puis il faut répondre aux appels à projets, sans doute trop nombreux, etc. Mais enfin, qui font bouger les lignes. Enfin, on ne va pas se raconter d'histoire. Thierry, quand tu disais tout à l'heure, il n'y aurait pas AMU s'il n'y avait pas eu le PIA, c'est évident. Enfin bon, je veux dire, on s'aime tous beaucoup, on connaît tous les travers de nos collègues, etc. Et c'est vrai, et de nous-mêmes. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis de nos collègues, et de nous-mêmes. Si on n'est pas à un moment donné, si on n'a pas une carotte et qu'on ne nous dit pas, si tu ne discutes pas, si tu n'essaies pas de faire bouger les lignes, ben, ça changera, rien ne changera. Et ben, les établissements d'ailleurs reproduisent les appels à projets en interne pour essayer de faire bouger leurs propres lignes. Oui, souvent, lorsqu'ils en ont récupéré effectivement beaucoup de financement via le PIA notamment. Et les familles là-dedans, quand même un mot sur la contribution des familles, d'autant que dans ce quinquennat, il y a eu l'introduction, même si pas encore tout à fait effective, de droits d'inscription pour les étudiants étrangers. Nous, la ligne du ministère et de la ministre a toujours été très claire. Hein. Les droits d'inscription ne bougeront pas. Ce ne sera pas une manière de diversifier et d'augmenter les ressources propres. Il est vrai que dans le cadre d'un meilleur accueil, d'une meilleure attractivité des étudiants internationaux, le choix a été fait de permettre aux établissements de différencier les droits d'inscription pour les étudiants extracommunautaires. On sait les discussions que ça a entraîné. La crise Covid ensuite est passée par là, donc il y a eu moins de mobilité, même si finalement elle est restée assez forte. Donc aujourd'hui où on en est, on a 98, enfin près d'une centaine d'établissements qui ont pris des délibérations particulières sur ce sujet-là des droits différenciés. Sur cette centaine d'établissements, il y en a la moitié qui, de manière générale pour les étudiants internationaux, ont décidé des exonérations partielles. Un quart ensuite, pour des étudiants internationaux ciblés, on dit il y aura des exonérations partielles. Et puis le dernier quart a dit j'applique les droits différenciés. Alors je crois qu'en 2019, parce qu'il y avait
large droit de tirage dans l'exonération. En 2019, il y a eu 680, je crois, étudiants internationaux qui ont payé des droits différenciés. En 2020, c'est près de 3000 entre la licence et le master. Donc petit à petit et de manière mesurée et autonome, les établissements s'emparent de cette possibilité-là, mais évidemment pas de manière aveugle, et deux, avec des financements qu'ils réallouent tout de suite à un meilleur accueil des étudiants internationaux. Sophie, on vous libère, il est exactement 17h, donc pour pas vous mettre en retard. Éric Bocquet, merci Anne-Sophie, on peut l'applaudir, ça vérifiera que tout le monde est... Voilà. Monsieur le sénateur, on vous laisse réagir à ce qui a été dit et peut-être à cette question de la contribution des familles aussi qui doit vous tenir à cœur. Oui, avant de parler de la contribution des familles, je voulais venir en appui de ce que M. Bordet a dit. Vous parliez, je crois, de mesures nécessaires de rattrapage, de rééquilibrage. Je partage complètement. J'ai dans les mains ici le courrier qui a été adressé par M. Castex, Premier ministre, au nouveau préfet de région qui vient d'arriver, M. Georges-François Leclerc. C'est la feuille de route, en gros, sur les politiques publiques prioritaires à mener ici dans les Hauts-de-France. Et j'imagine que les autres préfets ont reçu la même chose. Et je vois en page 4 ce qui est dit, la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Alors on ne va pas faire Germinal ou Les Misérables, hein. Voilà, c'est un courrier du Premier ministre qui dit ceci. La région des Hauts-de-France est la région métropolitaine où le niveau de vie est le plus faible. Seule région métropolitaine avec un niveau de vie annuel médian inférieur à 20 000 € selon l'étude INSEE de juin 2020. Les niveaux de formation et de qualification, c'est là où on revient à notre sujet du jour, ils sont également plus faibles qu'ailleurs. Avec un taux de chômage de 9,3% au 4e trimestre 2020, la région des Hauts-de-France présente un écart significatif à la moyenne nationale. Une seule phrase et je termine. Ces indicateurs sociaux dégradés justifient un investissement singulier dans la mise en œuvre des 5 objectifs de la stratégie nationale de la lutte contre la pauvreté. Tout ceci ne peut pas ne pas avoir d'incidence sur l'ambition, l'envie et la motivation d'étudiants qui ont envie de faire des études. On est dans ce contexte-là. Donc oui, mesure de rattrapage, mesure inégalitaire, parce que le constat est là. Le constat est partagé. Après, il faut traduire en actes sonnants et trébuchants. Sur comment on va payer tout ça, où on va chercher l'argent, sous forme de boutade, je vous dirais offshore. D'accord. Donc, vous visez la finance et pas les étudiants étrangers. Hein, ok. Très bien. Donc, Jérôme est pris, donc on enchaîne, c'est pas un problème. Peut-être, Catherine, je reviens vers vous parce que ça a été évoqué par Thierry Coulon, l'ERC, les crédits européens, la recherche de crédits européens. Vous l'avez abordé un petit peu tout à l'heure. Ça demande quand même aussi d'avoir des enseignants-chercheurs, des chercheurs qui eux-mêmes ont vécu l'expérience internationale. C'est un peu ce que vous me disiez en préparant. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on constate, c'est que ceux qui répondent à des appels à projets européens ont passé du temps à l'étranger. Quand ils ne sont pas étrangers eux-mêmes, enfin qui ne sont pas français de souche, pardon. Et c'est vrai que c'est plutôt ces profils-là qu'on voit. Et puis, on voit aussi des gens, des maîtres de conférences qui ont passé du temps en tant que postdoc à l'étranger, qui arrivent à monter des projets européens, qui se démènent pour être coordinateurs de projets ou déposer des ERC. Il est vrai aussi que ces personnes ont presque, en tout cas pour les ERC, ce que j'ai constaté, c'est que les personnes qui ont passé du temps à l'étranger ont un taux de succès supérieur à ceux qui sont toujours restés en France. Donc voilà un des constats aussi que j'ai fait. Alors, dans l'ordre, Jérôme, et puis... Très vite, je laisserai la parole à Régis Bordet. Ouais. Alors, je vais engager, je vais faire un pari, mais qui engage que moi, pas le SNPTS, mais je pense que le taux de demande de RC va augmenter avec l'augmentation des résultats à l'ANR. Parce que ce qu'on observait, nous, c'est qu'il y avait une autocensure qui apparaissait de manière assez flagrante, où les collègues se disaient, devant des valeurs de financement, le RC étant avec des montants beaucoup plus élevés, c'est beaucoup plus difficile à avoir que l'ANR. J'ai pas l'ANR, c'est pas la peine que j'aille voir à l'Europe. Et quand on atteint 11%, c'est remonté à l'ANR, il y a une autocensure qui se fait et personne ne va aller voir le guichet européen. Avec l'augmentation des crédits d'intervention de l'ANR, et on espère l'augmentation du taux de succès des projets ANR, il peut se créer un effet incitatif où les collègues vont aller voir le guichet supplémentaire. Je fais ce pari-là. Si l'effet d'entraînement en fait, du financement de la LPR est suffisamment significatif pour qu'il y ait une différence notable sur le taux de succès ANR.
Un mot peut-être quand même pour avoir votre position, alors la vôtre ou celle du syndicat, sur la contribution des familles. Oui. Alors peut-être, Monsieur Bordet, sur le ERC. Sur le ERC, c'est un bon exemple où on a besoin d'un socle fort de financement récurrent qui solidifie les établissements et du PIA qui aide à faire des choses qu'on ne peut pas faire de manière récurrente. Nous, à travers l'ICIT, on a dégagé une enveloppe sur 2 ou 3 appels qu'on a appelés ERC Generator, qui aidait un certain nombre de collègues qui avaient envie de se lancer dans l'aventure ERC. On leur offrait un financement de soutien de programme et soit un thésard, soit un postdoc. Et on a eu cette année, par exemple, un beau succès avec une collègue qui est en littérature. Et donc, on voit qu'il n'y a pas mais elle est bien sûr enseignante-chercheuse à l'université. On pourrait multiplier, sauf que finalement, beaucoup de collègues sont obligés de faire leur activité, faire des heures complémentaires pour accueillir nos étudiants. Et on ne va pas fermer non plus le robinet des étudiants dans une région qui a particulièrement besoin de formation supérieure. Et donc, c'est une difficulté. Si nous, je le répète, et c'est pas parce que je suis en campagne électorale, nous avons besoin, et je suis très content je passe courrier du préfet et du Premier ministre, que l'on reconnaisse que dans notre région, effectivement, il y a besoin d'un coup de pouce. Et avec le PIA, avec l'ICIT, on fera aussi ce qui est nécessaire pour que la France reste un grand pays de recherche avec des ERC. Nous avons la possibilité, nous, de le faire. Si vous étiez en campagne, vous auriez dit « je promets 300 postes ». Oui, mais non, parce que, je veux dire, ce ne serait pas réaliste de dire qu'on va promettre 300 postes. En revanche, vous touchez du doigt un autre point, et ce débat nous emmène loin, mais vous touchez du doigt la question des enseignants-chercheurs et peut-être aussi, du coup, des chercheurs à temps plein, de la relation avec les organismes de recherche. Où faut-il porter l'effort ? Là aussi, notoirement, nous sommes à Lille en sous-effectif de chercheurs, parce que, bon, on sait bien qu'il y a eu à un moment des décisions un peu géopolitiques, 2 guerres mondiales ici dans les Hauts-de-France. Bon, bah, finalement, on n'a pas installé trop d'équipements stratégiques à côté des frontières, bon, même si aujourd'hui ça n'a plus de sens. Je veux dire, on ne va pas avoir d'invasion par la Belgique. Donc on peut investir dans la région Hauts-de-France et à Lille en particulier. Alors, on navigue de la recherche à la formation. On sent bien que les deux sujets à la fois sont liés et puis c'est un peu séparé. Sur cette question de la contribution des familles, on n'a pas entendu Jérôme et Thierry Coulon. Alors, Jérôme. Nous, notre analyse là finalement de la crise et de ce qu'elle révèle, c'est qu'elle met peut-être plus en difficulté le modèle anglo-saxon du financement, qui repose principalement en grande partie, on va dire, sur un financement des familles et un endettement des étudiants, avec des dettes qui sont, du coup, des montants de dettes qui sont colossaux. On parle de 1 500 milliards de dollars aux États-Unis. Les projections pour 2030, alors les projections macroéconomiques à 2030 sont peut-être un peu risquées, mais les projections pour l'Angleterre, c'est 500 milliards, je crois, de livres. Donc c'est colossal. Et la crise, finalement, a peut-être mis en difficulté davantage ce modèle-là, qui est basé sur une sorte de commercialisation du diplôme sur des étudiants étrangers qui n'ont pas pu se déplacer, et du coup a fait perdre une grande partie des ressources financières propres des universités anglo-saxonnes, en plus de tout ce qu'elle appelle dans finalement la question derrière philosophique de est-ce que l'enseignement supérieur à la formation, c'est pas un bien commun qu'il faut financer différemment. Bref, est-ce qu'on n'est pas en train de courir alors, on a entendu Madame Barthès dire que c'était pas l'objectif de passer à un financement, une contribution forte des familles, mais on se pose la question. On veille justement à ce que ça ne soit pas le cas. On pousse le vice même, nous, à penser que le modèle qui devrait ressortir
de cette crise-là, c'est un modèle qui ressemble plus au modèle des pays nordiques, où non seulement il y a alors, pas une gratuité, mais une prise en charge par la société de la formation et de la recherche, et donc de la formation des étudiants, mais aussi une allocation de moyens individuels au travers donc d'une bourse étudiant universelle qui permet à chacun en fait de se consacrer pleinement à ses études pour un bien collectif en fait qui est l'élévation de l'instruction et du niveau de compétence d'une société. Donc on pense que la crise nous conduit plus vers ces modèles-là et remet plus en question le modèle anglo-saxon. Donc on est certainement plus près du modèle des pays nordiques. Ne courons pas derrière un modèle qui est certainement obsolète. Thierry Coulon, les droits d'inscription pour les étudiants étrangers, c'était un ballon d'essai pour généraliser ? Je ne crois pas que ce soit l'idée, non. Moi, je voudrais faire deux choses. D'une part, ne pas oublier, dans un premier temps, de vendre ma salade et de rappeler que si on cherche à donner confiance à l'État et à la société, il faut être capable d'évaluer ce qu'on fait. Et c'est une évaluation par le HCERES des établissements, des formations, des unités de recherche, par le HCERES plutôt par les collègues, puisque le HCERES organise des comités dans lesquels nous trouvons, nous collègues. Et d'autre part, il faut que les établissements évaluent eux-mêmes, en fait, sans cesse qu'on se demande si on utilise correctement l'argent public. Je voulais rappeler, c'est la clé, le support de tout ce qu'on a dit précédemment. Après, dans un deuxième temps, je voudrais changer de casquette. Ce que je vais essayer les idées que je vais essayer de mettre sur la table, c'est des idées de citoyens, c'est pas les idées du président du HCERES. Bon, il me semble qu'on est tous d'accord sur le fait que l'investissement de l'État doit rester majoritaire, et plus que majoritaire. En revanche, il me semble qu'on ne peut pas éluder la question de la participation des usagers. On ne peut pas l'éluder, mais elle se pose sans doute aujourd'hui de manière un peu différente. Pourquoi on ne peut pas l'éluder ? En France, le financement par l'État, c'est 95%. Aux États-Unis, c'est 50%. 50%, c'est trop peu. Il n'y a aucun doute qu'il faut que ça reste très largement majoritaire. Les arguments ont été échangés dans tous les sens. Le financement uniquement par le contribuable, c'est quand même faire payer les études des riches par les pauvres. Évidemment, ceux qui ne bénéficient pas de l'enseignement supérieur, on est d'accord, c'est une externalité positive pour tout le monde. Bon, enfin, si les CSP- sont très très contents que les CSP+ fassent de longues études et des études chères, je dirais aussi se dire qu'il serait naturel que les CSP+ contribuent un peu plus. Bon, donc je pense qu'on ne peut pas s'en tirer avec une idée abstraite d'équité, et que aussi la question de la... Il y a déjà un point sur lequel on peut se mettre d'accord et qui est une vertu, un problème qui était bien posé par Bienvenue en France. On n'a jamais dit à personne, les amis, une année universitaire, ça coûte 10 000 euros. En gros, plus, moins, mais... Et ça coûte à quelqu'un. Alors ce quelqu'un, c'est nous, collectivement, c'est l'État, c'est très bien. Ou ça coûte... Enfin voilà, ça coûte à quelqu'un. Et c'était très bien de le dire. Et de dire aussi, dans un système qui est largement financé par l'impôt, la question de ceux qui ne payent pas l'impôt se pose. Ce n'était pas scandaleux de dire. Et le discours, pour essayer de justifier Bienvenue en France, c'est de dire deux choses. Un, la manière dont on accueille les étudiants étrangers est indigne. Et tout à l'heure, quand on préparait avec ma dernière doctorante chinoise, quand je l'ai amenée dans une pauvre cité universitaire à Orsay, depuis elle a été améliorée. Et regardez, finalement, on fait ce débat ici, c'est quand même sympa. Je veux dire, faut arrêter avec le misérabilisme aussi. Oui, alors on n'y est pas encore tout à fait, mais bon. Donc l'accueil des étudiants étrangers était de très bas niveau. Je veux dire, on ne va pas les chercher à l'aéroport, on ne leur donne pas du FLE, on ne les oriente pas et on les logeait n'importe comment. Le fait d'améliorer ça n'était pas... cette question-là se posait. Bon. Deuxièmement, 10 000 euros, écoutez, avoir des étudiants étrangers, c'est en soi une externalité positive fabuleuse pour le pays. C'est génial. Donc on vous en paye les 2/3. Bonne nouvelle. Si ça ne vous ennuyait pas, et d'une manière qui serait éventuellement un peu intelligente du point de vue social, c'est-à-dire que les riches payant pour les pauvres, et qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour avoir dans un certain nombre de pays des gens brillants qui viendraient étudier en France et qui retourneraient dans leur pays, eh bien, ce n'était pas une idée si stupide que ça. Maintenant, évidemment, ça posait plutôt la frontière entre le financement par l'impôt d'une part, ça a solidifié plutôt le système du financement par l'impôt. Moi, je crois qu'au stade actuel, et on le voit dans la campagne qui va se préparer, il y a plusieurs idées qui sont sur la table. Alors,
et il faut jouer de tous ces éléments du clavier. Je vais vous faire ce que j'aurais fait il y a quelques mois. Je pensais que le système anglo-saxon, il n'y en avait pas un, mais il y en avait plutôt plusieurs. Et en particulier, j'ai passé quelques années en Australie. En Australie, les travaillistes avaient introduit une réforme qui consistait à dire « vous ne payez pas, les droits d'inscription, ils ne sont pas inscrits sur la position sociale de votre famille, mais sur vos gains futurs. Et donc, vous ne payez pas, mais ensuite, si vous dépassez un certain niveau de revenu, ben vous rembourserez des petites sommes sur vos gains futurs. » Bon, c'est pas en termes d'équité, c'est quand même assez génial. Je ne vois pas très bien ce qu'on peut dire contre ça. Et évidemment, il y a un taux de sinistralité. Le taux de sinistralité est pour l'État. C'est l'État. Voilà, d'ailleurs, si le système n'arrive pas à marcher, c'est-à-dire à satisfaire les étudiants, eh bien, c'est l'État qui paye. J'aurais pensé il y a quelques années que c'était ça la solution, c'est le prêt à remboursement contingent. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire plusieurs choses. D'abord, il faut poser la question d'une allocation à la danoise, d'une allocation de base à la danoise. Je pense que la question, elle est posée. Évidemment, les grands sujets qu'on décide maintenant, c'est la campagne qui va en décider. C'est au pays de décider de ça. C'est pas indécent, aujourd'hui, vu la fragilité de la jeunesse, etc., de poser la question d'une allocation de base. Je pense qu'il faut aussi déverrouiller l'accès au prêt. L'accès au prêt, d'abord, il n'y a pas que les droits d'inscription. Il y a le logement, il y a la nourriture, il y a ce que coûte la vie étudiante. La vie étudiante, c'est très cher. Le fait que le prêt étudiant garanti par l'État et à des taux soit limité aux étudiants des écoles de commerce ou des grandes écoles, c'est profondément injuste. Donc il faut probablement le déverrouiller, mais le déverrouiller indépendamment de toute évolution des frais d'inscription. Et puis, il faut sans doute trouver un équilibre. J'insiste aussi sur le fait que découpler par rapport aux familles et donner de l'autonomie par l'allocation à la danoise ou par, si on prête, indexant non pas sur la situation sociale passée, mais sur les gains futurs, c'est quand même aussi un moyen de donner de l'autonomie aux jeunes, et c'est très important. Donc je pense aujourd'hui qu'il faut jouer sur toutes les touches de ce clavier-là. Maintenant, dernier point, que l'usager, après tout, qu'il soit financé par une allocation ou par sa famille, etc., apporte un financement à l'université, c'est quand même pas idiot en termes de lien positif entre... il devient un client alors. Pardon ? Il devient un client alors. Partiellement. Le charme de toutes ces choses-là, c'est qu'on n'est pas forcé on peut faire des curseurs qui sont raisonnables. Je pense, en clair, il faut rester, d'ailleurs le Conseil constitutionnel le dit, ça doit rester modique. Bon, ça doit rester une fraction petite de ce que ça coûte réellement, bien entendu. Réaction d'Éric Bocquet ? Oui, sur la contribution des familles aux frais de scolarité à l'université, mais les familles contribuent déjà par l'impôt. Et il n'y a pas de gens exonérés d'impôts. Tout le monde paye l'impôt, ne serait-ce que par le biais de la TVA. Ceux qui ne payent pas d'impôt sur le revenu parce que les revenus sont trop faibles, très bien, le barème le permet. Mais l'allocataire du RSA qui est à 485 €, s'il achète une baguette, il paie de la TVA. La TVA, c'est la ressource principale du budget de l'État. Tout le monde y contribue, tout le monde. Après, payer pour faire les études, franchement, là, on va emprunter des routes pour rentrer chez soi, on ne va pas payer un péage. Si je suis hospitalisé parce que je fais un malaise, on va m'accueillir à l'hôpital. On a parlé de dette étudiante aux États-Unis, je confirme, effectivement, je crois que il y a 2 ans, c'était 1600 milliards de dollars. 45 millions d'étudiants sur un pays de 300 millions d'habitants. Il se dit que Obama a fini de rembourser son prêt étudiant avant de rentrer à la Maison-Blanche. Vous voyez ? Alors si vous avez un boulot, vous allez rembourser, mais s'il n'y a pas de boulot, et certains économistes ont dit, vous vous souvenez de la crise des subprimes en 2008, hein, celle qui a déclenché ce cataclysme, on a prêté, des banques un peu légères ont prêté à des gens dont on savait qu'il y avait un risque d'insolvabilité, et puis on sait ce qui s'est passé, saisie des maisons, et crise financière, les banques ont perdu la confiance les unes avec les autres, et puis l'effet cascade, quoi. Bon. Certains disent que la prochaine bulle, ça pourrait être la dette étudiante. Voilà. Parce que des banques ont prêté abondamment les étudiants, s'ils remboursent très bien, s'il n'y a pas de remboursement, ça pourrait déclencher un nouveau crack. Voilà. Certains disent ça. Dernière anecdote plus personnelle, mon ex-belle-fille est partie avec mon fils il y a 6 ans en Californie, et elle s'est inscrite pour un MBA business à Stanford. 40 000 $. Ils ont fait un emprunt qu'ils ont remboursé maintenant. Mais voilà, ça s'est bien passé.
Mais si c'est ça l'accès aux études supérieures, franchement, moi ça ne me va pas du tout. Je préfère par contre l'idée d'allocation jeune, ça me va bien. Effectivement, démarrer la vie avec une allocation plutôt qu'un emprunt, c'est mieux, ça c'est un boulet de moins pour démarrer la vie. Voilà ce que je voulais dire. Régis Bordet, peut-être une réaction de là pour le coup de futur président par rapport à ne serait-ce que la mise en place de frais différenciés. Alors sur le Bienvenue en France, moi ma position elle est claire. Là on rentre dans un système puisque l'université applique le dispositif avec des exonérations. Si pour des raisons sociales il faut dépasser le 10%, nous le dépasserons. Et j'en prendrai la responsabilité. 10%, c'est le pourcentage d'étudiants qui peuvent être exonérés. Hein. Et d'autre part, au bout de 2 ans d'année pleine de ce dispositif, nous ferons une évaluation, parce que réunir des commissions, ça prend du temps, faire les dossiers, ça prend du temps, etc. Si ça coûte plus cher que ça ne rapporte, eh bien, on arrêtera ce dispositif. Ça ne sert à rien de continuer. Si en revanche, on se rend compte qu'effectivement, nous pouvons accompagner ceux qui sont socialement en difficulté, tout en ayant, pour ceux qui ont les moyens et qui ne payent effectivement pas d'impôts en France, de générer un peu d'argent frais pour aider l'accueil global des étudiants étrangers, nous maintiendrons le dispositif. Mais il y aura une évaluation à 2 ans pour que ça soit sain. Et je rejoins Thierry Coulon. L'évaluation des politiques publiques, c'est quelque chose que nous devons appliquer à l'université. On peut prendre des décisions, se laisser un temps pour les déployer, les évaluer, rectifier le tir. C'est le retour d'expérience et c'est ce qui permet finalement d'améliorer notre système. Il ne faut pas non plus avoir des blocages idéologiques, on est contre tout, tout ce qui est contre, je suis pour. Ça n'a jamais fait non plus une politique, et la politique du statu quo n'est pas une stratégie. Et la valorisation, je reviens à Catherine Dupas, mais pour vous, les missions liées à la valorisation, le développement économique, presque le côté entrepreneurial de l'université, c'est possible? On peut aller diversifier les ressources vraiment et chercher des moyens significatifs à l'extérieur? Bien sûr, à travers l'ICIT, mais globalement au niveau de l'université, il y a beaucoup de développement. On a des jeunes enseignants-chercheurs, ou moins jeunes d'ailleurs. J'en ai un dans mon équipe qui a créé une start-up, et c'est très bien. Et donc on encourage, nous avec l'ICIT, on a encouragé la création de start-up, on a encouragé des projets de prématuration, les sociétés accélératrices font aussi leur travail. Il y a une dynamique, c'est l'emploi aussi de la région. Donc tout ce qui contribue au développement, il faut aussi former des enseignants-chercheurs à l'entrepreneuriat. Ça n'est pas anormal, mais il faut aussi prendre conscience qu'il y a des disciplines qui sont moins capables de développer et de créer des entreprises, même si y compris dans le domaine des sciences humaines et sociales. Moi, je me félicite, par exemple, que suite à un projet que nous avons financé avec l'ICIT sur l'approche du langage des migrants, ça donne aujourd'hui IBRIC, qui est une école qui valorise finalement cette activité de recherche. Et donc, ça n'est pas anormal d'être un acteur du développement économique des entreprises, des associations. Mais, et le médecin que je suis, forcément, a aussi la nécessité de prendre ça en compte, c'est-à-dire que nous ne devons pas non plus nous laisser dicter nos stratégies de recherche par les entreprises. C'est un partenariat, mais il est important, et c'est là où les financements récurrents, j'y insiste, sont importants, ça donne une indépendance aux unités de recherche. Sinon, très vite, on voit se stériliser le travail d'amont, qui est celui qui est parfois, qui va être valorisé après, mais qui permet de faire de la conceptualisation innovatrice. Et donc, il faut marcher sur ces 2 jambes. Catherine Dupas, il y a des recettes pour aller chercher cet argent. On disait tout à l'heure que la part de PIB consacrée par la France à la dépense intérieure de recherche et de développement était beaucoup plus faible qu'en Allemagne, mais c'est essentiellement lié au déficit du privé dans cette dépense.
Oui, effectivement. Ce que je voulais compléter aussi les propos de Régis, c'est que la valorisation à l'Université de Lille, c'est pas que la valorisation économique. Là, justement, on est en train de développer un service qui traite de recherche partenariale et de recherche participative, pardon, où en fait on essaie de collecter les besoins de la société et des associations, en particulier de citoyens, pour essayer de répondre à leurs problématiques. Donc on relaie ces informations-là à nos chercheurs qui essaient de trouver des réponses à ce que veut la société. Donc il n'y a pas que la partie valorisation économique, même si elle est importante, effectivement. Donc voilà. Et là, oui, pardon. Bah, non, mais c'est justement d'essayer de comprendre comment vous pouvez aller chercher ces ressources, puisque c'est en partie votre mission. Oui, c'est ça, c'est ça. Ce qui vous manque peut-être pour y arriver. Mais en fait, comme disait Régis, on a une société, une SAT, une société d'accélération de transfert de technologie. En fait, ce qui se passe, c'est que la SAT va dans les laboratoires, essaie de détecter des projets qui peuvent être valorisés ou valorisables. Nous, parfois, on va aussi dans les laboratoires pour discuter de projets de recherche, moi en particulier des projets européens. Et c'est à ce moment-là où je vois que certains chercheurs, en allant dans les laboratoires, veulent aussi développer la valorisation de la recherche outre la recherche de financement. Donc à ce moment-là, on fait un relais à notre SAT des détections qu'on a bien fait dans les laboratoires et on accompagne les chercheurs, on les rassure aussi sur ce que veut faire la SAT et sur les délais que peut prendre un dépôt de brevet versus le dépôt d'une publication, par exemple. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait. Et puis on a aussi, par ailleurs, ULINK, qui est une partie de la direction de l'université qui permet aussi de relayer les demandes des industriels. Donc on les reçoit et en fait notre but c'est d'aller chercher les laboratoires derrière qui peuvent répondre aux sollicitations des entreprises et souvent traduire le besoin des industriels en termes scientifiques vers les chercheurs pour que cette partie soit bien comprise de part et d'autre. Merci. Je me tourne vers mon complice. On est en train de mettre en place de financer un portail des compétences sur l'ensemble des unités de recherche avec un gros travail, avec un système qui permettra d'avoir finalement toutes les compétences des unités de recherche, facilitant le travail des cellules de valorisation. Et puis il y a beaucoup de travaux aussi, puisqu'on parlait de formation, on met en charge les étudiants à qui on propose des projets entrepreneuriaux et ça fait partie finalement de leur travail d'étude d'imaginer des systèmes et d'innover et éventuellement de créer des jeunes entreprises. Merci. Je me tourne vers vous, Cédric, pour savoir s'il y a des questions à relayer là. Que c'était visiblement pas suffisant. Des questions sur justement l'équilibre entre les établissements, tous ces établissements qui sont en déficit finalement de masse salariale souvent aussi pour faire fonctionner les services et avec cette précision qu'il y a beaucoup d'énergie du coup qui est dépensée pour pallier ces manques de financement et qui nuisent globalement autant à l'enseignement qu'à la recherche. Voilà, c'est à peu près les questions qui revenaient, avec aussi cette question de pourra-t-on maintenir un modèle économique d'enseignement supérieur sans passer à un modèle un peu anglo-saxon, comme on disait, avec des contributions des familles, par exemple, ou quoi. Voilà. Est-ce qu'on sera capable d'inventer un modèle qui pourra fonctionner avec les fonctionnements suffisants sans augmenter les frais d'inscription et ce genre de choses. Jérôme ? Juste dans la continuité de ce que tu dis, Cédric, et pour revenir un peu sur cette problématique-là, je vous rejoins totalement, monsieur le sénateur, sur l'aspect redistributif de l'impôt. Il pourrait l'être sûrement davantage, mais c'est un moyen de redistribuer les richesses. Il y a de très belles thèses sur justement comment financer l'enseignement supérieur et la recherche, en décidant que c'est un bien collectif. Il y a d'autres mécanismes que la contribution des familles
ou enfin, ce qui se passe actuellement, avec il y a des choses qui peuvent se faire sur un peu comme le système des retraites, une liaison intergénérationnelle où c'est pas les actifs pour les plus vieux dans le cas de la retraite qui cotiseraient, mais une sorte des actifs pour les plus jeunes qui sont actuellement en formation, en considérant qu'ils ont eu eux aussi ce passage-là dans leur vie. Donc il y a plusieurs modèles qui peuvent être quand même envisagés et creusés sans renvoyer dos à dos finalement deux modèles binaires, donc le modèle uniquement basé sur l'impôt et celui sur une contribution forte des familles. Attention aussi aux prêts conditionnés, donc dont les remboursements peuvent être pris en charge par les États lorsque on n'atteint pas un certain niveau de rémunération a posteriori. Il me semble qu'en Angleterre, c'est quelque chose qui a été mis en place, qui a conduit à une augmentation considérable des droits d'inscription dans les universités. L'État s'est désengagé de son financement dans les universités et rembourse donc les prêts dont les familles ne peuvent pas rembourser. Et ce qu'on observe, c'est que finalement, les universités n'ont pas de ressources financières supérieures parce que l'État a été compensé directement par la contribution des familles, mais l'État n'a pas rien gagné, entre guillemets, parce que du coup, il s'est mis à rembourser les banques. Donc, c'est clairement quelque chose qui est à proscrire. Parce que c'est... La somme nulle. Pas pour tout le monde. C'est presque du détournement d'argent public, parce que l'État contribue de la même façon qu'avant, sans qu'il y ait de bénéfices pour les familles ou pour les établissements, mais au profit des banques. Alors, je n'ai pas les chiffres globaux en tête, mais le mécanisme existe. Donc attention à ce système-là finalement de mise en place assez massive des prêts avec une caution garantie par l'État. Je voudrais qu'on revienne un peu à la salade de Thierry Coulon, que je n'ai pas oublié, parce qu'on n'est pas rentré dans le détail de cet enjeu d'évaluation, alors je le dis comme ça, de la performance finalement. En filigrane de tout ce qui a été dit sur la recherche, on a le sentiment que ça fonctionne assez bien, il y a des appels à projets, il faudrait juste qu'il y ait un meilleur taux de réussite. Sur les activités de base, Anne-Sophie Barthès disait, finalement on est revenu à des modèles très simples. Alors Thierry, du haut de votre position de président du HCERS, est-ce qu'il y a une façon de faire souhaitable et des éléments peut-être qu'on n'utilise pas aujourd'hui dans cette mesure de la performance qui pourrait améliorer la façon dont l'État finance et du coup a confiance en ses opérateurs? Oui, je voudrais juste revenir sur 2 points. D'une part, on est tous d'accord, c'est pas la peine de se faire peur avec des caricatures. Le système américain, de ce point de vue-là, est une catastrophe. Et il faut faire, et les effets pervers du système britannique sont clairs aussi. Okay, je parle d'autre chose, beaucoup plus raisonnable. Je dis, on ne peut pas totalement évacuer la question de est-ce que les droits d'inscription doivent nécessairement être moins chers, beaucoup moins chers que l'abonnement de portable. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Ou de ce qu'on dépense en sortie. Il y a quand même une petite question qui peut se poser. Mais elle doit se poser au regard d'un autre sujet dont on n'a pas parlé, qui est quel est notre niveau de performance en termes d'ascenseur social, de circulation sociale. Moi, je veux bien notre système tel qu'il est, il a beaucoup de vertus apparentes. Le résultat est quand même pas terrible du point de vue de ce point de vue-là, du point de vue de la circulation, de la capacité à la fluidité sociale. Bon, donc de toute façon, notre système est segmenté en termes de qualité, il y a question des grands corps, des écoles, etc., de l'incroyable segmentation du système d'enseignement supérieur français. Donc posons-nous aussi cette question-là. Maintenant, je reviens à la question de l'évaluation. Je ne suis pas sûr qu'il faille parler en termes de performance. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit ça.
je cherche à trouver un équilibre entre un discours de l'assurance qualité, de l'accompagnement, qui parle beaucoup de la bienveillance. J'ai coutume de dire, quand on va chez le médecin, la bienveillance, elle va de soi, évidemment qu'il y a de la bienveillance, qu'il y ait d'autres. Bon, néanmoins, à un moment donné, il faut quand même se dire les choses. Au fond, je me suis posé la question suivante ces derniers temps, parce que beaucoup dit, mais oui, mais il faudrait que l'évaluation soit lucide, qu'on arrête les euphémismes, qu'on arrête de trouver que tout le monde est beau et tout le monde est gentil, et qu'on se dise un peu ce qu'on sait tous, après tout, mais pas avec des idées a priori. C'est-à-dire que les grands ensembles sont nécessairement les meilleurs, qu'il faut arroser là où c'est mouillé, mais qu'on regarde les choses comme elles le sont. Mais après tout, c'est quoi le résultat quand je cesse de dire mais oui, mais il faudrait que l'allocation des moyens se fonde sur l'évaluation. Je dis se fonde. Je dis pas il doit y avoir un algorithme qui dit que si c'est mauvais, on baisse le financement. Bon, au fond, ce que je souhaiterais, c'est que l'évaluation, ça soit la base d'un dialogue. Imaginez que la conclusion soit de l'évaluation, ça soit, écoutez, vos chercheurs, ne prennent pas une, vous vous occupez pas des étudiants, vous n'avez pas les bonnes formations, etc. Mais ce qu'il s'agit de dire, c'est pas je vous sers le kiki en termes de financement, ce qu'il s'agit de dire, c'est voyez les choses, et comment est-ce qu'on peut, peut-être d'ailleurs, avec du soutien, mais réorienter. Donc je crois qu'il faut être sur une conception à la fois franche de l'évaluation, c'est-à-dire les collègues posent un regard extérieur, aussi lucide que possible, et d'ailleurs, on ne verra pas des horreurs. Dans les rapports, on ne voit pas des horreurs. Évidemment, ça serait trop simple. On voit simplement des problèmes qui sont plus ou moins, pas adressés, pas un anglicisme, qui sont traités avec plus ou moins de courage et de lucidité. Et le détour par le regard externe, il peut aider. Bon, donc là-dessus, voilà, c'est-à-dire que l'idée, je cherche à contrebalancer l'idée d'une évaluation qui serait une évaluation sanction, ou d'ailleurs la solution d'un manque de performance serait nécessairement baisse de moyens. La baisse de moyens, parce que là, vous rentrez dans un cercle vicieux. En revanche, d'avoir un dialogue un peu réaliste et franc avec la tutelle, alors ça n'est pas à nous de le faire. Nous, on est là pour prendre la photographie et pour analyser. C'est certainement au ministère d'en tirer les conclusions. Autrement dit, ce que dit Anne-Sophie en disant on regarde les projets, eh bien, peut-être en regardant nos rapports, elle peut regarder le fond de l'établissement, l'ensemble de sa stratégie. Justement, sur cette question évaluation, sanction, appui, en préparant Régis Bordet, vous m'avez raconté quasiment un cas d'école un peu là-dessus. Hein. Vous avez été confronté à une situation comme ça de difficulté dans votre parcours, et la conclusion était qu'il fallait pas trop serrer le kiki, comme dit Thierry. Oui, non, c'est sûr. J'avais repris une équipe de recherche qui avait été fermée. Bon, l'ancien directeur s'était bien gardé de me le dire. Et donc, j'ai recommencé cette équipe, et puis on m'a dit bon bah c'est bien, on te donne ta chance, mais bien évidemment tu comprendras, on te donne la moitié du budget. Bon, et donc là on comprend qu'il faut aller chercher des ressources à l'extérieur. De ce point de vue, c'est incitatif. L'évaluation est un élément fondamental parce que c'est une incitation pour les établissements à faire des choix. On ne peut pas mener un établissement sans faire des choix, sans avoir une stratégie, avec les difficultés, vous l'avez compris, pour notre établissement ici à Lille, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut une stratégie, il faut faire des choix, mais quand l'État regarde, et c'est très bien le regard extérieur, d'abord parce que il vous décentre de ce que vous pensez toujours bien faire, et la préparation de l'évaluation est un exercice fondamental parce que ça amène à se regarder. Donc tout ça est très sain. Le problème, je le redis, Anne-Sophie est partie, mais c'est que sans être dans la sanction, s'il n'y a pas à un moment une prise de conscience globale que ceci se fait quand même dans un système qui est aujourd'hui, pour des raisons historiques, déséquilibré, eh bien après, il est difficile de dire dans un établissement, bon, bah si, c'est important de faire des choix, d'avoir une stratégie, etc. On dit oui, mais bon, le quotidien, il n'est pas celui-là. Donc,
c'est là où il faut, là encore, les deux aspects, c'est-à-dire que faire des choix, faire une stratégie, dire on va aller là, il faut que, en contrepartie, du côté de l'État, il y ait une vision, une cartographie, et c'est bien son rôle, puisque forcément, c'est l'État qui a la vision globale. Les grands organismes contribuent également à cette vision, mais c'est quand même aux établissements universitaires aujourd'hui d'être responsables dans leur stratégie. Et les collectivités? Parce que vous avez cité l'État, mais et la région et les métropoles? Alors, nous, la métropole et le conseil régional, sur un certain nombre d'éléments, là aussi, on y va d'autant plus facilement et on obtient des moyens qu'il y a des projets clairs, qu'on avance. Et moi, je souhaite demain à Lille, c'est ce qu'on a écrit dans le dossier ICIT, que l'on mette en place un think tank avec la métropole, avec le conseil régional, avec un certain nombre d'acteurs du monde socio-économique pour identifier les enjeux du territoire et que la grande université publique puisse répondre à ces enjeux et construire ainsi des politiques publiques partagées d'aide, d'abondement à l'enseignement supérieur, mais aussi de la part de l'enseignement supérieur, de retour vers la société et vers la proposition de solutions, d'expérimentation. On a des mutations qui sont là criantes et de ce point de vue la pandémie nous l'a montré. Et ici, dans la région, on peut être un laboratoire d'expérimentation de ces politiques publiques. Et là, il y a effectivement la possibilité pour les collectivités territoriales, non pas d'abonder à un trou sans fond, mais d'investir dans les solutions qui leur permettront également de progresser. Et donc, ce think tank, je l'appelle de mes voeux, là encore, de manière raisonnable, avec 1-2 questions adressées ou traitées par an, qui permettent après d'aller vers des solutions concrètes. Éric Bocquet, sur cette partie de contribution, peut-être d'autres acteurs que l'État? Oui, les collectivités, moi ça me va bien. Effectivement, le rôle de l'État, c'est d'assurer l'égalité d'accès de tous à l'enseignement supérieur. On l'a dit, ça me paraît indispensable de veiller aussi à ce que les conditions matérielles et d'études soient les meilleures possibles partout, sur l'ensemble du territoire, mais au niveau des régions, des collectivités, la métropole, la région, oui, ça me paraît très pertinent. La région a compétences économiques, la MEL aussi, et que les projets universitaires soient le mieux adaptés possible au territoire en question, avec la population là où elle est au niveau de qualification et tout, ça me paraît tout à fait pertinent. Donc moi, j'adhère complètement à ce projet de think tank, on l'appelle comme ça, pour coordonner l'action, mais que l'État n'oublie pas son rôle dans l'affaire, dans cette République. Ça me paraît aussi très important. D'autant qu'il y a pas mal d'études maintenant qui sont sorties et qui montrent que pour 1 euro investi dans l'université, il y a 3 voire 4 euros qui retombent voilà, économiquement. Jérôme Giordano, sur ce point peut-être? Juste sur l'aspect de l'évaluation et l'aspect réflectif finalement qui permet de faire dans les équipes. Cet aspect-là, et je vous rejoins là-dessus, très très important finalement parce qu'il permet aux équipes de se poser à un moment donné. Et tout ce qu'on vient de dire, là justement, on est dans une course effrénée de projets. Et donc ce moment-là de l'évaluation permet un peu aux équipes de se regarder, de faire le bilan, de se poser et de proposer un projet. Donc on n'a pas l'impression non plus qu'il y ait d'opposition de principe à l'évaluation auprès des collègues. Il y a une sorte d'adhésion et c'est rentré, on va dire, dans les mœurs et il permet justement ces choses-là. Après, l'évolution, là, je pense qu'il faudrait un peu plus de temps, mais comment faire évoluer cette évaluation pour en faire peut-être quelque chose qui serve davantage? C'est des vraies questions. Et enfin, en tout cas, moi, je ne m'avancerai pas à apporter de réponses là-dessus dès maintenant. Ça fait réagir Catherine, tu pars? Oui, c'est vrai que, pragmatiquement parlant, c'est vrai que quand moi je lis les rapports HCERS des laboratoires, j'ai du mal à situer, enfin je connais les laboratoires parce que je suis au sein de l'université, mais les situer par rapport au contexte national. Sont-ils dans les poules des meilleurs, nos moyens, les moins bons? On ne sait pas très bien en fait. Hein. Et puis au point de vue international, encore moins. Donc j'imagine bien que pour un président d'université qui a comme à Lille 62 laboratoires,
ça doit être un peu compliqué de fixer une stratégie quand on ne sait pas exactement ce qui se passe dans chaque laboratoire. Donc je me dis, mais comment on peut faire évoluer justement les évaluations HCERS pour aider les équipes dirigeantes à prendre des décisions et à bâtir leur stratégie. Thierry Coulon, alors il y a les formations, les labos, les établissements. Ouais. Alors, la première chose, oui, c'est la première chose que je voulais rappeler, c'est ne pas se concentrer uniquement sur l'évaluation des unités de recherche. On adore ça parce que c'est notre métier, etc., parce qu'on adore savoir ce que les autres pensent de vous. N'oublions pas, les établissements. Est-ce que l'argent, il y a l'argent public qui est dévolu à l'établissement, il y a sa stratégie affiché, il est autonome. Est-ce que l'un et l'autre se correspondent et donnent une politique publique, enfin, au service du bien public qui soit efficace? C'est quand même la question fondamentale. La deuxième chose, c'est que la qualité des formations, c'est aussi crucial, et que je crois que le regard qu'on porte sur... Alors, je pourrais vous dire comment il me semble qu'on peut améliorer les rapports sur les établissements, peut-être un peu plus regarder le pilotage, être un peu plus précis, être un peu moins dans la narration et un peu plus dans les résultats. De la même manière pour les formations, je pense qu'on fait évoluer le système petit à petit. Par exemple, il y a des choses qu'on ne demande plus parce qu'on le sait que maintenant, en routine, elles sont faites. C'est quand même le signe qu'il y a des évolutions positives. S'agissant des unités de recherche, on n'est pas si loin. Il y a évidemment tout un mouvement qui consiste à euphémiser. Pour ma première réaction, c'était à propos d'un laboratoire que je connaissais parfaitement, qui avait fait qui avait eu une trajectoire ascendante absolument remarquable, mais il s'était cru obligé de dire il est du meilleur niveau mondial. Je dis non, si les mots ont un sens, le laboratoire de Bip Bip n'est pas du meilleur niveau mondial. C'est simplement un labo qui a connu une ascension absolument remarquable, mais enfin, que les mots aient un sens. Bon. Et on n'en est donc pas si loin. C'est-à-dire que on a des rapports d'établissement sur la recherche qui regroupent par les 3 grands secteurs, sciences et techniques, sciences humaines et sociales, sciences de la vie et de l'environnement, qui dans chacun des grands secteurs d'abord décrivent toutes les équipes, l'investissement des organismes, les effectifs, etc., résument le jugement qui a été... et qui est large, qui voit tous les aspects, recherche, formation à la recherche, sciences et sociétés, diffusion de la culture scientifique et technique, etc., et ensuite font un focus qui dit voilà ce qui est de niveau mondial, voilà ce qui est de niveau international, voilà ce qui est de niveau national, voilà ce qui est un peu point fort, point faible, et on n'est pas très loin d'avoir quelque chose de vraiment utilisable. Maintenant, après, la question que vous posez, c'est une fois qu'un président d'université a devant lui une évaluation avec toute la modestie qui est nécessaire, parce qu'évidemment, il peut y avoir des pépites dans un laboratoire qui est globalement faible, il faut être quand même très modeste avec tout ça. De toute façon, le problème de l'allocation des moyens entre des disciplines qui nécessairement sont incommensurables, parce qu'elles ont des niveaux de besoins financiers qui sont pas les mêmes, et puis comment allez-vous comparer je veux dire, une grande réussite dans une certaine discipline et une faiblesse dans une autre discipline, mais qui, elle, a un niveau de compétition plus élevé. Bon, tout ça ne résout pas le problème ni de l'allocation des moyens, ni de la stratégie, mais il ne s'est jamais agi d'annuler ce geste politique. Évidemment qu'il y a du risque, évidemment qu'il y a de l'évaluation des opportunités. Moi, je dis simplement que les décisions politiques, même si elles sont très difficiles à prendre, elles sont mieux prises quand on a un tableau exact que quand on a un tableau soit euphémisé, soit inexact. C'est cette banalité-là. Mais évidemment, c'est ensuite que les vraies difficultés de ceux qui sont à la tête des établissements commencent. Et puis que, ensuite, mais l'avantage, c'est que vous pouvez, a posteriori, constater globalement qu'une stratégie a réussi ou qu'elle a un peu moins réussi. La faiblesse, enfin l'évaluation entre guillemets faible ou moyenne, n'est pas synonyme forcément de couper les moyens. Parfois au contraire. J'ai été 6 ans vice-président recherche. Je me souviens très bien d'une unité de recherche, bien évidemment que je ne nommerai pas, qui a eu une mauvaise passe. Et sur lequel, finalement, nous avons investi. Pourquoi nous avons investi? Parce que, c'était dans le secteur santé, la pathologie ou les pathologies qui étaient traitées sont des pathologies qui sont surreprésentées dans la région Hauts-de-France, que nous connaissions la qualité des collègues, et on a investi. Et aujourd'hui, c'est une unité qui, cette fois, à la dernière évaluation,
est passé sans problème avec une très bonne évaluation. Donc, à un moment, et bien évidemment, ceci peut se faire avec le scepticisme, et là j'emploie un euphémisme, d'autres collègues qui, à un instant T, sont classés excellents ou remarquables et disent pourquoi on va aller aider ces gens qui sont mauvais. Là, c'est le choix politique, bien sûr qui n'est pas un choix isolé, qui se fait en concertation avec la démocratie interne que l'on connaît à l'université, des conseils, etc. Mais on peut faire des choix d'aider des unités qui sont en difficulté. Et ça paye. Jérôme, on arrive au terme un peu de cette table ronde. Est-ce que vous avez la réponse à votre question initiale? Changer le mode de financement à l'horizon d'une présidentielle? Peut-être pas, mais du coup, l'envie de recommencer à débattre... on peut rester encore 2 heures, il n'y a pas de problème. Non, peut-être qu'on fatigue aussi. Non, mais on voit qu'on aura tous à gagner, comme on le disait en début de cette table ronde, à s'asseoir là et à discuter et à échanger et à essayer de se convaincre, en fait, finalement, par des arguments. Mais ce travail-là prend du temps et nécessite de la confiance, de l'écoute. Et en tout cas, nous, c'est l'ADN de notre organisation. Et je crois qu'on a fait la démonstration, par exemple, sur la LPR, qu'on avait à cœur de travailler de cette façon-là. Et on attend, en fait, justement, ces opportunités d'échange-là pour faire avancer les choses et rechercher des compromis. Comme disait un éminent collègue hier, compromis et compromission sont des choses différentes. Donc, on est prêt à rechercher ce compromis, mais il faut s'asseoir, discuter, et puis des fois se quitter en n'étant pas d'accord, c'est pas très grave, et puis essayer de convaincre, quoi. Thierry Coulon, les universités, l'enseignement supérieur, la recherche, au sens large, peuvent être un vrai sujet dans les prochains mois avec les échéances politiques qui arrivent? Enfin, moi, 2 choses. 1, je le souhaite ardemment, et 2, je pense que c'est inévitable. C'est-à-dire que soit ce pays comprend que c'est le moment, soit ça sera plus dur. Et je voudrais simplement reprendre vous remercier et remercier Jérôme et les autres collègues qui nous ont accueillis. Moi, j'ai retrouvé l'ambiance quand je vous ai reçu dans un autre karma. Je vais assez rapidement réaliser qu'on pouvait discuter avec vous. Effectivement, on n'était pas d'accord sur tout, mais que c'était intéressant et productif. Donc merci pour l'accueil et merci pour l'ambiance. Merci Thierry. Catherine Dupin, un mot peut-être. On a parlé de plein de sujets très politiques, vous l'avez signalé. Un vœu peut-être de votre côté sur ces questions de financement pour les mois à venir? Je serais assez dans la lignée de Thierry Coulon. Effectivement, c'est le moment de réagir parce que effectivement, de passer de 7e au rang mondial à 9e en termes de publication et en termes de brevets, c'est pareil. Notre classement diminue. Il est temps de réagir. Il est temps de financer la recherche. Il est temps aussi que les chercheurs prennent possession de ces nouveaux financements et puis qu'on essaie d'innover un peu plus que ce qu'on a fait jusque maintenant et puis booster aussi les entreprises et les demandes sociétales aussi. Merci. Éric Bocquet, que nous prépare la commission des finances du Sénat, je précise, parce que c'est quand même pas vous qui tenez le stylo là en l'occurrence. Non, c'est clair que l'Assemblée nationale, il ne faut pas se mentir, le budget est fait à 99%, hein, on ne va pas se mentir. Mais cela dit, il y a des interventions à mener, d'ailleurs c'est transversal cette affaire. Le rapporteur spécial au Sénat de la commission, de la mission enseignement et recherche est un sénateur du Pas-de-Calais, les Républicains, Jean-François Rapin, avec qui j'ai de bonnes relations. Donc ça c'est transversal, on porte à quelques nuances près le même discours. Voilà. Ça, c'est un point d'appui. Après, oui, que ça soit dans le débat public, ça me paraît indispensable, parce que l'une des conditions d'un avenir meilleur, et sans tomber dans la caricature, mais il faut espérer, il faut être optimiste toujours, et malgré les indicateurs sociaux qu'on a dans la région, et qui ne sont pas une fiction, mais ça n'a jamais empêché la région du Nord-Pas-de-Calais, enfin plus globalement des Hauts-de-France, de se battre, d'avoir sa dignité et envie de vivre mieux, quoi. Donc il faut s'appuyer là-dessus, mais oui, ça doit être un sujet au cœur des débats dans les semaines et mois qui viennent, et plus intéressant que les prénoms, par exemple. Ça, je pense que ça fait consensus. Régis Bordet, un dernier mot. Alors, on se doute un peu de ce qu'on peut vous souhaiter dans les prochains mois, mais vous avez de grosses échéances devant vous. Oui. Moi, j'ai un souhait, c'est que
les efforts que nous avons faits à Lille dans le cadre du PIA soient reconnus en janvier par le jury IDEX-ICIT et que ainsi nous puissions être confirmés avec notre label. Et le corollaire de ce souhait, c'est qu'à un moment, vous l'avez compris, l'État, compte tenu de la particularité dans laquelle nous sommes, prenne conscience que cette mutation a été faite avec des efforts, etc., mais qu'à un moment, il faut aussi reconnaître ces efforts en différenciant, le mot a été donné par Anne-Sophie Barthez, et en particulier sur les postes, sans, je le redis, imaginer que tous les secteurs, mais en ayant peut-être une perspective liée à notre stratégie, que nous puissions être accompagnés. C'est les deux éléments qui, moi, me paraissent porteurs d'avenir pour le site lillois de l'enseignement supérieur et de la recherche, et cette région le mérite. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir assisté à ce débat. Un dernier mot. Merci aux intervenants. Un dernier mot pour vous remercier, Théo, de l'animation et d'être venu. Et remercier Newstank donc, pour cette animation de table ronde. Merci beaucoup.